bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Frobert. Je travaille dans un petit village de la Drôme, à peu près 600 habitants. Et l'une des premières choses qui me paraît importante de dire, c'est que moi, j'ai grandi en milieu urbain. Je suis lyonnaise. J'ai fait mes études à Lyon. J'étais en plus à l'Institut d'urbanisme de Lyon. Et donc, je suis complètement urbaine. Et pourtant, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une sorte de coup de cœur en traversant un paysage drômois. Ce qui voulait dire aussi probablement que je cherchais un horizon plus désirable que celui de l'ultra-ville que je connaissais. Et finalement, j'ai décidé de m'y installer alors que je n'avais aucune attache dans ce lieu en particulier. Je connaissais personne en Drôme, ni famille, ni rien. Enfin bref, et je me suis dit c'est juste très sublime, donc j'ai envie de venir voir ce qui s'y passe. Et je suis sortie de Lyon-Centre pour venir m'installer dans un tout petit village de la Drôme il y a une quinzaine d'années. Ça veut dire qu'au quotidien, en effet, je circule beaucoup et tous les jours, je ne me lasse pas d'être au milieu d'un paysage que je n'en finis pas de trouver très beau. Voilà. Pour rentrer un peu plus en détail donc, sur mon parcours, je suis architecte diplômée de l'école d'archi de Lyon et donc j'ai aussi fait un parcours à l'Institut d'urbanisme, ce qui veut dire que il m'a semblé toujours très important de faire des emboîtements d'échelle dans nos pratiques et en particulier de s'interroger sur le territoire et de comprendre le bâtiment en lien avec le territoire. J'illustrerai un peu ce que je suis en train de dire par, ça c'est l'abbaye du Toronnet que vous connaissez peut-être, qui est une abbaye cistercienne qui date, donc la photo n'est pas de moi, bon la qualité c'est photo internet, et il faut voir que ça date donc de 1200 quelque chose. Et les cisterciens avaient déjà cette préoccupation-là, avaient des critères pour installer le lieu dans lequel ils allaient pratiquer, en lien avec... donc ils souhaitaient en permanence être dans des lieux assez beaux et aussi en dehors des routes de communication. Et aujourd'hui, ce sont toujours des lieux qui sont très privilégiés. Ce n'est pas pour faire un rapport entre les cisterciens et ce que je fais, mais c'est juste pour dire que parfois le lieu peut être un attracteur suffisant pour finalement infléchir un parcours. Et c'est ce qui, en ce qui me concerne, c'est ce qui est arrivé. Et 15 ans après, j'y suis toujours. Parce que c'est un petit village donc de 600 habitants. Voilà, donc mon activité, elle est axée autour de deux polarités. Une activité assez traditionnelle de maîtrise d'œuvre et une activité un peu plus atypique, je pense, quand en tout cas, tous ne la connaissent pas, qui est celle du conseil. C'est-à-dire que je suis architecte conseiller aussi pour le territoire de la Drôme, en particulier pour Valence Aglo, au nord de la Drôme, et puis pour quelques communes. On reviendra là-dessus. Je rentrerai un peu plus en détail sur ce type de mission. Donc là, j'illustre ce que je suis en train de vous dire au regard de deux bâtiments. Donc là, si je reviens un peu plus sur la maîtrise d'œuvre qui constitue la moitié de mon activité, j'illustre ça par deux bâtiments, c'est-à-dire que là, je passe d'échelle relativement petite, qui peut être celle d'une buvette ou d'une restructuration d'école, à une échelle beaucoup plus vaste, qui est celle aussi d'une maison de site. Donc globalement, pour faire court, on peut passer de 17 mètres carrés à 1700 mètres carrés, ce qui est assez... comment dire, qui est un grand écart assez important, puisque moi, le cœur de mon activité, quand je réponds, enfin les opérations que je conduis, elles sont plutôt, c'est plutôt des réhabilitations et qui tournent autour, enfin c'est de la maison individuelle, des choses comme ça, enfin pas de la maison individuelle en l'occurrence, plutôt des réhabilitations dans de l'ancien. Voilà.
Donc les missions, finalement, les commandes peuvent être assez diverses, si je reviens un peu là-dessus. Je passe ça, voilà. Commandes sont assez diverses et les échelles relativement modestes. Juste pour revenir un peu sur la façon dont j'ai démarré mon activité, c'était beaucoup des privés qui sont venus me voir, et vu que j'étais donc dans un territoire finalement relativement isolé, eh ben, ça commence beaucoup par des missions partielles ou des petites extensions. Donc là, ce que je vous présente, c'est l'une des premières extensions que j'ai faites. Et même à une échelle finalement relativement restreinte, on arrive chaque fois à s'interroger sur la façon de lier un bâtiment et une extension sur son territoire. C'est-à-dire que là, on a plutôt fait le choix de réduire la surface, mais en revanche d'étendre et de faire aussi une terrasse qui soit en lien avec l'extérieur. Parce que toujours dans cette problématique dans laquelle je pratique, c'est-à-dire que chaque fois, on repositionne les échelles les unes dans les autres. Ce que je voulais aussi, dans la façon aussi que j'ai d'exercer mon activité, les gens qui viennent me voir, je cherche plutôt à faire en sorte de me retrouver dans une forme d'adhésion avec eux. Et alors là, je suis un petit peu en train de m'embrouiller. Excusez-moi. Ce qui veut... C'est-à-dire... Hop là. Chut. Je retrouve mes papiers. Tout va bien. Donc, oui, l'adhésion. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur des petits projets, la question, c'est de toujours se poser la question un petit peu du sens et de faire en sorte que on repositionne les échelles un peu les unes derrière les autres. Alors là, je m'embrouille. Je suis navrée, mais... Peut-être tu peux évoquer ce que tu fais dans le rôle du conseil et comment tu fais pour... faire le lien entre tes missions de conseil et puis l'échelle du projet architectural finalement de tout le monde. Ouais. Non, je reprends un peu la main, ça y est. La question aussi, c'est donc je fais de la maîtrise d'œuvre, donc plutôt sur des petites échelles. Il y a aussi une chose sur laquelle on me consulte régulièrement, puisque j'appartiens à un territoire qui est assez circonscrit, c'est que finalement les partenaires qui peuvent être le CAUE, je ne sais pas si ça peut vous parler, ou d'autres partenaires, on se connaît les uns les autres, et ça veut dire que lorsque finalement il y a des projets en marché public qui sont autour de chez moi, ce sont sur ces projets-là que je réponds. Parce que ce sont des petites des consultations où on est peu nombreux à répondre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ces consultations-là, finalement, il y a beaucoup de demandes et on peut assez facilement accéder à la commande publique de cet ordre-là. Il y a aussi une autre chose sur laquelle il s'avère que j'interviens en tant que, par rapport à du marché public. C'est un projet qui est passé, un appel d'offres qui a été passé à côté de chez moi, qui m'intéressait énormément. Et dans la mesure où je connaissais en fait cet appel d'offres, j'ai pu aller monter une candidature avec d'autres partenaires, aller chercher un architecte du patrimoine qui lui-même a monté une candidature et on s'est retrouvés à répondre. Donc c'est le département qui était maître d'ouvrage, le département était maître d'ouvrage. Et on a donc été sollicité sur cette candidature et au final on a été retenu, c'est avec l'équipe de Philippe Madec. Donc on était relativement nombreux au démarrage et le fait d'avoir dans cette candidature d'être finalement le partenaire local, ça a plutôt fonctionné et été un avantage pour monter cette candidature puisque c'est nous qui au final travaillons sur le projet. C'est ce qui... Pour revenir, c'est un petit peu
aussi dans cette idée de franchir les échelles, c'est-à-dire passer d'une petite échelle d'un marché public de 17 mètres carrés qui est une buvette à une échelle beaucoup plus vaste d'une maison de site, c'est-à-dire une maison d'interprétation d'une forêt sur un projet départemental où le maître d'ouvrage est donc le département. Juste Stéphanie, en cela, tu marques sur ton image précédente que tu étais une architecte locale. Ça veut dire quoi être architecte local? Voilà, alors pour l'anecdote, lors de l'entretien par rapport à cette candidature-là, nous sommes arrivés à une dizaine pour passer cet entretien et à une dizaine de bureaux d'études parce qu'évidemment sur un projet comme ça, il faut des scénographes, des ingénieurs, un économiste, un paysagiste et puis un architecte du patrimoine, etc. Et lors de cet entretien-là, je sentais un petit peu que pendant le tour de table, il allait se passer quelque chose me concernant, puisque finalement l'équipe était tout à fait cohérente en tant que telle, et le département à un moment donné s'est retourné vers moi et m'a dit très bien, mais du coup Stéphanie Frobert, votre présence, voilà, un peu à quoi vous servez, quoi. Et ça a été finalement la réponse que j'ai pu faire à ce moment-là, ça a été dire écoutez, moi je travaille et je vis dans ce village et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un choix que j'ai pu faire à un moment donné, donc il m'intéressait énormément de travailler sur ce site. Évidemment, je connais les partenaires, mais à un moment donné, c'est plus la peine d'aller se raconter un peu des blagues, entre guillemets, d'aller raconter une compétence qu'on n'a pas. Le simple fait de pouvoir dire « j'ai eu le coup de cœur pour ce village et il y a 15 ans, je suis venue m'y installer », justifie finalement que je me suis mobilisée pour monter une candidature qui ait du sens. Et c'est pour ça que je suis là. Et aujourd'hui, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, puisque je commence un peu à connaître le maître d'ouvrage, c'est que d'une certaine façon, il a été rassurant pour le maître d'ouvrage de savoir que localement, il y aurait quelqu'un qui pourrait conduire. Bon, le chantier, c'est une chose, mais aussi faire un lien à pas mal de niveaux. L'autre part donc, de mon activité concerne le conseil. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce que peuvent être les missions d'architectes conseillers, parce qu'il y a différents dispositifs qui sont en place de type, et c'est un peu comme ça aussi que j'ai commencé, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait une opération façade sur laquelle, un petit peu par hasard, je suis intervenue. Une opération façade, ça veut dire que c'est de l'embellissement de façade avec une prime une subvention, une prime de la mairie pour l'embellissement de ces façades, dans la mesure où on fait appel donc à l'architecte coloriste, etc., qui encadre techniquement et qui promulgue un certain nombre de conseils à la fois réglementaires. Bon. C'est un peu comme ça que je suis rentrée sur ces missions-là. Derrière, ça s'est développé, donc c'est le principe des opérations façades. Des réalisations qui sont faites, mais attention, on n'est pas maître d'œuvre. Hein. On fait du conseil, on aide à l'identification de techniques à mettre en place, on aide à la colorimétrie et à un dépôt réglementaire d'une certaine façon, mais on ne conduit pas, on n'a pas la responsabilité d'un maître d'œuvre lorsqu'on fait lorsqu'on conduit des opérations façades. Et ce type de mission, après, s'est étendu me concernant à des missions vraiment d'architectes conseillers, où on intervient sous forme de permanence. Donc ce sont des contrats qui sont passés avec différentes agglomérations, en l'occurrence là c'est pour Valence Agglo. Il m'arrive aussi de travailler, j'ai aussi d'autres maîtres d'ouvrage, entre guillemets, qui sont des communes en direct, des communes des villes moyennes, enfin en l'occurrence peut-être vous connaissez Romans, mais enfin bon, voilà. Donc ce sont plutôt des petites villes moyennes. Et le conseil s'organise d'une autre façon, c'est-à-dire que ce sont des permanences. On rencontre à la fois des particuliers, mais parfois aussi également des maires et des communes qui viennent et qui nous sollicitent, enfin qui me sollicitent sur un certain nombre de problématiques. Ça veut dire que là, c'est toujours la même chose.
on remet du sens sur des problématiques qui peuvent être finalement une entrée assez modeste, agrandissement d'une fenêtre, extension, etc. Et on balaye un certain nombre de problématiques, parfois du réglementaire, aussi des problématiques évidemment techniques et parfois d'autres choses. Lorsque les maires viennent, on se rend compte qu'en fait, ils sont bien souvent un peu en désarroi face à des extensions mal maîtrisées, mais sur lesquelles ils n'ont pas la main. Donc voilà, ce sont tous ces gens-là, tous ces acteurs-là du territoire que l'on rencontre dans mes missions, que moi je rencontre dans mes missions de conseil. Quoi vous dire d'autre? C'est que on est aussi amené dans ces missions-là à traduire un certain nombre de choses, soit dans des documents un peu pédagogiques pour expliquer le sens aussi du règlement, qu'est-ce que ça veut dire de déposer une déclaration préalable, des choses comme ça. Donc on est amené à produire ce genre de documents qui peuvent être des chartes ou d'autres choses. Et c'est surtout l'occasion chaque fois de reposer un petit peu la question du sens, du sens de ce qu'on fait. C'est-à-dire pourquoi est-ce que le règlement n'est pas forcément quelque chose qui nous empêche de tourner en rond malgré tout, puisque il y a bien souvent des règles dont on parle qui sont celles d'un mieux vivre ensemble ou de choses comme ça. Après, ce qu'on peut aussi, l'autre aspect aussi dans ces missions de conseil, c'est que ça, bon, il y a les particuliers que je rencontre, mais il y a aussi les instructeurs qui sont ceux qui instruisent les dossiers et qui sollicitent également des rendez-vous dans ces permanences-là. Et le constat que je peux faire, c'est que en fait, ce sont tous ces partenaires qu'on ne voit pas, ce sont des gens qui sont relativement friands de l'expertise d'un architecte. Et ils viennent, et lorsqu'ils s'interrogent sur la qualité architecturale, qui est quand même une notion assez floue dans nos métiers, eh bien, ils sollicitent des rendez-vous pour comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire un projet contemporain. Est-ce qu'au regard du règlement, on peut ou pas admettre un certain nombre de singularités, comment est-ce que ça se défend, parce qu'eux ont leur point de vue qui est celui du réglementaire, où évidemment ils sont là pour délivrer des autorisations en se prémunissant, je sais pas comment, voilà, prémunissant des recours et des permis de construire qui seront attaqués. Donc c'est aussi un public que je rencontre dans ces permanences de conseil. Un autre public aussi, qui n'est même pas un public, qui est carrément un partenaire, c'est que je travaille beaucoup en collaboration avec les services d'urbanisme, et ce sont eux qui sélectionnent les dossiers dont on va parler et qui vont me soumettre. Et ce sont des dossiers sur lesquels ils sont souvent un peu... Alors, on nous demande souvent dans ces cas-là de faire un peu le pompier, parce que plus personne ne sait comment prendre les choses. Soit on a affaire à des lotisseurs avec des choses qui sont complètement aberrantes. Et là, on compte beaucoup sur le rôle de l'architecte conseiller, donc sur moi, pour être dans une forme de médiation et d'expertise et d'expliquer pourquoi on n'y est pas en termes d'usage et de qualité à venir, notamment sur les lotissements. On voit des choses qui sont comme ça, en des découpages en carrés de chocolat, sans se poser la question de la mitoyenneté, de l'intimité et de ce que ça risque de produire en termes de forme urbaine une fois le règlement appliqué. Donc là, on nous demande finalement de se remettre en premier rang dans la discussion auprès de lotisseurs qui sont autrement armés que nous et qui n'évoquent pas du tout la qualité architecturale et pour lesquels, eux, l'axe d'entrée dans les projets, c'est j'ai le droit de le faire, donc je le fais, quoi. Et c'est souvent des discussions qui sont un peu compliquées
ce que je vois en tout cas, c'est que les services urbanisme sont tout à fait en attente de cette expertise-là à cet endroit-là. Voilà, donc c'était aussi pour revenir là-dessus. Donc là, vous reconnaissez peut-être la patte de Bouchain qui est venu construire en Ardèche. Mais l'idée, c'est finalement, une fois dans les permanences de conseil et avec aussi les privés que je rencontre et avec aussi les mairies que je côtoie dans le cadre d'appels d'offres publics ou le département dans le cadre d'un appel d'offres un petit peu plus grand, la place de l'architecte est quelque chose qui est... en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est qu'on rentre tous dans un projet par une entrée différente. Et que finalement, l'idée, c'est d'arriver à une sorte d'adhésion commune et d'avoir envie de faire ensemble. C'est comme ça. Alors, je pense qu'on n'est pas tous, on voit pas tous la même chose. Et voilà. Mais moi, c'est ce que je vois. Et dans les services urbanisme, je suis souvent bien surprise des réactions extrêmement favorables dès lors qu'on remet en avant un petit peu le sens des choses. Voilà. Donc, au regard de ces deux polarités de mon activité, parce que c'est vraiment du 50-50 en termes de temps de travail et d'exercice et de temps de synthèse et de pratique, donc ça veut dire que je fais quand même pas mal de chantiers et beaucoup aussi de journées de permanence, donc hors bureau, quoi, entre guillemets, évidemment, chantier aussi. Ce que je trouve, en tout cas, dans cette façon d'avoir organisé et d'avoir développé aujourd'hui ma pratique, c'est que les choses circulent. Les informations qui sont mobilisées, par exemple, dans le conseil, finalement, qui sont une forme d'expertise et de lecture à une autre échelle des projets, du règlement, de savoir aussi où sont les différents acteurs sur le territoire, que ce soit Service Habitat, que ce soit le SPANC, donc ceux qui s'occupent de l'assainissement, les instructeurs, où est-ce qu'ils sont, etc. Ça, ce sont des choses et des informations que je peux mobiliser dans la maîtrise d'œuvre, de la même façon que tout ce que je sais en maîtrise d'œuvre, la difficulté qu'on peut avoir sur les chantiers, les aléas, le coût aussi d'une ouverture dans un sous-œuvre. Je peux aussi, enfin je les mobilise bien entendu dans le cadre du conseil et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne connais pas d'architecte conseiller qui puisse finalement faire un travail aussi... Enfin, être au service finalement des particuliers qu'on rencontre lorsqu'on ne connaît pas aussi le coût de la construction, qu'est-ce que c'est qu'un calcul de la RT 2012, des tas de choses qui sont assez vastes et qui sont des informations qu'on fait circuler, qui deviennent très poreuses de l'un à l'autre. Par ailleurs aussi, la maîtrise d'œuvre, c'est quand même un milieu qui est... enfin, moi je trouve qui est difficile parce qu'on a à gérer en permanence des aléas de chantier, des aléas financiers, des aléas techniques, un certain nombre de choses et on a beau dessiner le mieux possible chaque projet. Et d'une certaine façon, le conseil, c'est beaucoup plus léger. C'est prendre un peu de la hauteur pour replonger dedans. Donc, en termes d'équilibre d'activité, aujourd'hui, j'aurais du mal à faire l'un sans l'autre. Bon, ça, c'est une photo, c'est précisément justement ce projet dont j'ai parlé avec un petit peu de pénibilité là, tout à l'heure, mais concernant donc l'auberge des Dauphins, qui est cette auberge incroyable calée au fond de la forêt dessous. Tout ça pour vous parler de quoi? La forêt dessous, ouais. Ouais, ce grand bateau incroyable mais vrai. Bon, on va peut-être pas s'en sortir là, ça va être un long voyage.
En tout cas, pour l'ancrage au territoire, oui, parce que c'est un bâtiment qui est monté en béton, qui ressemble au Trianon et qui est au bord d'une allée de platanes. C'est assez sublime. Et tout ça pour dire que moi, j'ai une pratique extrêmement territorialisée. C'est-à-dire que je me déplace évidemment beaucoup, mais finalement, mes lieux d'intervention se situent rarement à plus de 1 heure et demie de chez moi. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne fais absolument pas de projet hors sol. Je suis extrêmement présente sur le territoire et je travaille au local. Ce qui a beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, je trouve que ça fait 13 ans donc je suis installée à mon compte. J'ai finalement pas subi beaucoup les crises, entre guillemets. L'activité continue, mon activité continue de se développer. Aujourd'hui, on est 2, donc on n'est pas très nombreux, mais c'est sans à-coups, ni dans un sens, ni dans l'autre. Enfin, si au démarrage, il y a eu quand même beaucoup d'à-coups en termes de densité du travail. C'est sûr que quand on se met à son compte et qu'on connaît pas beaucoup de choses, parce que je m'étais mise à mon compte en plus sans vraiment avoir pratiqué de chantier, ça veut dire qu'il faut être sacrément accroché et pas compter ses heures, ça c'est évident. Mais en revanche, 13 ans après, je suis plutôt assez... J'arrive à être plutôt assez structurée au niveau de la charge de travail. On se développe très tranquillement, entre guillemets, mais on ne manque pas du tout de boulot. Donc ça me fait quand même penser, ça me laisse penser quand même que je pense qu'il y a une vraie attente. Et à la campagne, il y a vraiment de quoi développer une activité qui finalement ne subit pas plus que ça les crises. Comment ? Non, mais c'est vrai, une expertise qui est attendue. L'envers du décor, c'est quoi ? Parce qu'il y en a... Tout ça, c'est bien joli, mais bon. Et là, c'est précisément derrière cette fameuse auberge. On voit comment c'est accroché à la falaise. Donc, il y a un envers du décor. L'envers du décor, c'est que quand on est tout seul, et qu'on a à gérer des projets, que ce soit en marché public ou en marché privé, ma foi, moi, parfois, je me sens un petit peu toute seule, quoi. On sait à quel point la réglementation s'est durcie, les responsabilités se sont durcies aussi. Et bien souvent, moi, j'ai l'impression d'être un peu un cow-boy sur certaines toutes petites opérations où il n'y a pas les moyens d'avoir une étude de sol, un ingénieur. Voilà. Un exemple, sur une restructuration d'école, alors avant de commencer des travaux, il faut faire un diagnostic avant amiante. Là, voilà. Donc, bim, on se rend compte sur un tout petit marché de travaux qui était de 90 000 € que, en fait, dans les percloses des châssis, il y a un petit peu d'amiante. Et là, tout d'un coup, alors qu'on va démarrer et que c'est un chantier d'école, donc ça doit absolument être tenu sur les 2 mois d'été, évidemment. On se rend compte qu'il y a donc un tout petit peu d'amiante. Et donc, je ne vous dis pas, le désamiantage, c'est tout à fait autre chose dont on parle. Tout d'un coup, il faut faire limite descente des cosmonautes de la Lune pour rien. Sur ce genre de registre-là, parce que c'était quand même juste dans ces châssis-là. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des décisions à cet endroit-là. Est-ce qu'on fait faire du désamiantage, pas du désamiantage, c'est une demande préfectorale. Est-ce que voilà, c'est tout de suite entre 5 et 7 000 € pour ça. Donc en fait, ce que j'ai fini par proposer à la mairie, c'est de faire disparaître un week-end ces fichus châssis. Et c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est que bien souvent, c'est là où je dis qu'on a parfois des pratiques, on est un peu fragile au milieu de toutes les attentes réglementaires. Et toutes ces attentes-là ne sont pas adaptées, en fait, aux petits projets. C'est évident que du désamiantage, il faut le faire quand il s'agit de choses qui peuvent présenter un danger. En revanche, déposer des châssis avec ou sans amiante, c'est le même boulot. Et personne ne prend de risque. Donc, est-ce que ça nécessite derrière ce genre de dispositif ? Non. Et qui doit prendre cette décision ? C'est l'architecte.
d'une certaine façon, c'est l'architecte. Ou alors, si l'architecte ne prend pas cette décision, on met en péril un projet qui ne relève pas du tout de cette question-là, qui relève de restructurer et de faire une réhabilitation thermique dans une petite école. Voilà, ça c'est un exemple. Des exemples comme ça où il faut s'y jeter. C'est un petit peu l'envers du décor de pratiquer aussi sur des petites opérations en marché public. C'est que bien souvent, on n'a pas ce qu'il faut pour... moi, ça m'arrive de construire des bâtiments publics sans études de sol parce qu'on n'a pas les moyens ni de faire une étude de sol, ni de faire intervenir des ingénieurs. Voilà. Donc après, ce sont les entreprises, ce sont nos décennales, on mesure le risque qu'on prend et puis on y va, quoi. Donc ça, c'est un petit peu l'une des choses qui parfois rend le métier pénible. C'est tout ce contexte réglementaire dans lequel il faut pratiquer, qui n'est pas du tout adapté aux petites opérations. L'autre chose un petit peu plus... voilà, tout va bien. L'autre chose aussi, c'est qu'appartenir à un territoire, ça veut dire que parfois certaines mairies imaginent des passe-droits. Donc il faut être vraiment droit dans ses bottes par rapport à ça et bien se souvenir que l'architecte du roi, ça n'existe plus. Moi, ça m'est arrivé que des communes soient venues me voir en me disant « vite, 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 dans 15 jours, il faut me signer mon permis de construire pour ça ». Ça, c'est pas possible. Donc voilà, on ne parle même pas des permis de complaisance, hein. On parle d'un maire qui veut absolument faire son projet avant tout le monde, faire un dossier de permis de construire qui en soi mérite du travail. Et donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut faire attention à avoir une ligne de conduite qui soit relativement claire et se méfier de ça. Et puis, dans les petites choses, enfin dans les choses importantes aussi, c'est moi en ce qui me concerne, il y a cette envie souvent d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et je pense que quand on travaille sur un territoire, faire attention aussi à pas se laisser étouffer dans quelque chose qui pourrait devenir un peu trop folklorique. Donc ça veut dire en soi cultiver ce qu'on peut appeler les espaces mémorables. C'est-à-dire l'appel de l'ailleurs est extrêmement important, toujours pour... là, vous connaissez peut-être, c'est le mémorial des sorcières de Zumthor en Norvège. Et lorsque je vois passer des bâtiments enfin, dans ces revues, ça me paraît important, quand on peut le faire, de continuer, d'aller les voir et de mettre, de toujours savoir où est-ce qu'on pratique, mais pour autant rester extrêmement ouvert à cet ailleurs et à des espaces mémorables dans lesquels on peut retourner et qui alimentent ma pratique, en tout cas au quotidien. Voilà. Juste en guise de conclusion, je voulais simplement citer un livre qui me paraît important en ce moment, enfin que j'ai lu, qui s'appelle donc Où atterrir et qui peut aussi être une conclusion par rapport à ici, et qui évoque justement le fait qu'à force de pratiquer des politiques hors sol, finalement, on a perdu le sens de ce que c'est que l'action locale. Et c'est bien quand on est ancré et au local qu'on arrive à retrouver, en ce qui me concerne, c'est ça, le sens des choses et mesurer que notre pratique est peut-être attendue sur place et a du sens. Voilà, j'ai fini. Je suis désolée de m'être un petit peu embrouillée à un moment donné, mais je ne suis pas très aguerrie à ce genre d'exercice, donc je me suis un petit peu embrouillée. Mathieu ? Oui, donc Mathieu Cornet. Moi aussi, je suis architecte dans la Drôme, à Cré. J'exerce depuis 2001. Alors moi, j'ai choisi de vous faire un exercice un peu différent. Je vous propose une chronologie d'une activité d'architecte dans une ville de 10 000 habitants. On est voisins avec Stéphanie, on habite à un quart d'heure de route. On se connaît bien, mais on n'a pas de pratique. Nos pratiques sont assez différentes l'un de l'autre.
Et donc, moi, je me proposais de vous faire une chronologie par le menu. Alors, d'abord, je vais vous le faire à l'oral, et puis après, pour que vous compreniez les événements qui émaillent une aventure professionnelle. Et après, je voulais vous montrer des illustrations, mais je vous le ferai après, pour vous montrer qu'en 15 ans, voilà, les exercices et les productions peuvent changer. Ça vous donnera envie ou pas. Enfin. En deux mots, mais c'est important pour vous parce que on est dans une école d'archi. Moi, ça a été un moment hyper important, mes 5 ans passés à l'école, sachant que j'ai été à la fois ou gourmand ou exigeant ou curieux. Donc j'ai fait 3 écoles différentes. J'ai commencé à Grenoble, je suis parti à Paris. J'ai fait d'abord une école qui s'appelait Paris-La Seine, et ensuite fini à Paris-La-Villette, qui existe encore, je crois. Et en fait, vraiment, moi, ce que je retiens de l'école d'archi, c'est plein de choses. La première, c'est le goût de ce travail-là. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément bossé. J'ai appris que tout le monde ne faisait pas la même chose. Enfin, je regarde toi, mais je peux regarder d'autres. Donc, moi, j'ai beaucoup bossé avec plaisir parce que j'avais envie de bouffer de l'architecture, quoi. J'ai aussi appris à rêver, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, avec mes camarades d'école, je ne sais pas comment vous êtes, mais on avait imaginé plein de trucs, quoi. Voilà. Donc, je suis sorti de l'école d'archi avec 3 grands sujets dont j'étais sûr que j'étais sûr de réaliser très rapidement. Je suis parti avec l'idée de faire un chantier de bénévoles. L'idée, c'était de reconstruire les villages. Donc l'idée d'une territorialisation, donc il faut m'imaginer, j'étais à Paris, dans le 11e arrondissement, dans cette espèce de microcosme fermé sur le reste. Franchir le périphérique, c'est compliqué. Et on imaginait voilà, la campagne et un lieu de socialisation et de construction magique, le village. Deuxième sujet, faire une agence spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine. Et troisième sujet, une entreprise de restauration, disant qu'il fallait joindre le geste à la parole et puis se farcir la matière pour bien comprendre. Voilà, des choses qui étaient à la fois simples à écrire, mais compliquées à réaliser. Et puis, il fallait finir ses études. Donc ça, c'était dans la boîte à idées et ça ne m'a pas empêché d'avoir mon diplôme. Alors, mon diplôme, je l'ai passé beaucoup moins ambitieusement. J'ai fait une bande dessinée. J'ai fait un parcours architectural sous forme de bande dessinée. Je ne sais pas si c'est encore faisable aujourd'hui. Non, c'est plus du tout possible. Bon, voilà. Suite à ça, je suis parti 2 ans travailler. Alors là, je suis parti de Paris, 10 millions d'habitants, une des villes les plus denses du monde, dans le canton le moins peuplé de France. Je suis allé dans le canton de Moutoumé, dans le fin fond des Hautes-Corbières. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Bah si, ici, on n'est peut-être pas trop loin. Donc là, c'est 3,5 habitants au kilomètre carré, 17 communes, 1200 habitants, vous voyez, ça donne une échelle. Et donc moi, je servais pendant 2 ans de CAUE délocalisé, parce que le CAUE de Carcassonne était considéré comme beaucoup trop loin, il y avait 1h30 de route, 2 heures peut-être. Donc j'ai fait du conseil auprès d'élus, mais alors avec des problématiques étonnantes. Je veux dire, faut imaginer un truc, j'ai démoli mon lavoir, qu'est-ce que je vais faire de mes pièces de charpente, vous voyez, voilà. J'ai un canal qui est bouché, je voudrais le mettre en œuvre, je voudrais mettre une roue à aube, remettre une turbine électrique, enfin des trucs, voilà, des élus qui à la fois s'accrochaient à leur patrimoine comme dernière richesse et en même temps qui étaient un peu naïfs. Donc voilà, mais moi-même sortant de Paris, il y avait une rencontre des 3e types qui était assez rigolo. Bon. Donc ça a été formateur sur les enjeux politiques, les enjeux de territoire, ce que c'est que le patrimoine, une politique de développement, on rencontre des élus, on voit ce que c'est qu'un conseil municipal, et on se frotte à une réalité qui concerne vite les architectes, parce que tout se joue dans ces moments-là, tout se joue dans ces couloirs-là, et notre avenir dans le marché public, c'est ça. C'est des élus avec leur culture, il faut faire avec. Voilà, donc ça c'était, on va dire, la préformation, donc études plus expérience professionnelle, et après, un peu comme Steph, c'est-à-dire que moi j'avais un peu traîné mes guettes dans des agences, mais comme stagiaire pendant mes études, mais j'ai jamais vraiment travaillé, et j'étais pris d'impatience du fin fond de mes corbières, impatience déjà de retrouver un cinéma à moins d'1h30 de route, un supermarché à moins d'1 heure, donc je me suis dit, bon je vais aller travailler, quoi. Je vais aller monter mon agence, et je l'ai montée en 2001. Sans trop d'expérience. Voilà. Je pense que j'avais jamais dépassé le stade du permis de construire. Donc, et je me suis installé. Et donc, bon, alors voilà. Donc c'est là que commence une petite chronologie des événements. Donc de 2001 jusqu'à 2010, j'ai exercé en libéral.
Donc pareil, on démarre sur des projets de 10 mètres carrés, 20 mètres carrés. On rencontre des gens de nature différente qui vous font miroiter des choses, qui vous oubliez de signer des contrats, vous vous faites avoir une fois, deux fois, vous rencontrez des promoteurs, des lotisseurs, des trucs comme ça. Bon, vous vous frottez en fait à la pratique et à vos clients dans un territoire donné. Alors chaque territoire a les siens, mais vous retrouvez toujours les mêmes figures. Hein. Vous retrouvez l'élu qui vous parle même pas parce qu'il connaît même pas votre nom. Vous rencontrez le lotisseur qui se frise les moustaches en se disant qu'il va entourlouper un architecte et il a raison. Vous tombez sur le type qui vous fait le chantage à l'urgence du permis de construire et vous cédez. Voilà, enfin des trucs comme ça. Donc ça dure 10 ans, quoi. Voilà. Entre-temps, j'ai fait une pause en 2005. Je fais une pause en 2005 parce qu'il y a un moment donné, on fatigue aussi de ce genre de petit écueil. Donc en 2005, il y a une opportunité qui se présente. J'ai mon ami d'école qui travaille à Marseille qui me dit « Mathieu, il y a ma mère qui veut construire une maison à Thiers. » Alors, donc lui, il était à Marseille, moi j'étais dans la Drôme, et Thiers, c'est 3 heures de route, hein, c'est le Massif central, au pied du Forez. J'ai oublié un détail hyper important, pour que ça marche mon histoire. Sorti de l'école, j'étais convaincu, à force de travailler sur le patrimoine et la vieille pierre, que la construction bois, c'était un truc de psychorigide. C'était vraiment nul, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait travailler, parce qu'on était obligé de dessiner avant de couper des morceaux de bois, et que comme on pouvait pas rallonger les morceaux de bois, c'était vraiment un truc pour les psychos. Voilà, bref. Donc je me dis non, jamais d'ossature bois. Ça, c'est très important. Et donc arrive 2005, et Julien me dit on va construire une maison, mais il n'y a pas d'accès au véhicule, donc il faut la construire léger. Je dis merde, alors il va falloir la construire en bois. Ouais, voilà. Bon, alors du coup, on a mis. Et surtout, c'est qu'il me dit tu te souviens ce qu'on avait imaginé là pendant nos années d'études, c'est peut-être l'occasion de mettre en place une entreprise de construction. Je dis ouais, pourquoi pas, allez, on essaye. Bon, 2005, j'étais encore un peu jeune. Et comme ça, on a mis 6 mois pour monter l'entreprise de construction, dessiner des statuts, des choses comme ça, échanger un véhicule de transport contre un permis de construire, et on a eu une entreprise, c'était l'atelier du bâtiment, SARL, avec un capital de 2000 €, je crois, un truc comme ça. Et au mois de donc j'ai mis 6 mois personnellement à trouver une assurance. Personne ne voulait nous assurer. Hein. On avait à peine. On avait 29 ans, pas d'expérience, à peine archi. Voilà, donc on a trouvé un assureur qui était alcoolique. Et non, c'est vrai, qui a bien accepté de nous assurer en décennale. Ça s'est fait autour du. Ouais. Il faut manœuvrer de temps en temps. Et donc, on a attaqué un chantier, voilà, qu'on pensait simple. On avait tout dessiné jusqu'au boulon. Donc là, on avait fait nos architectes psychorigides, hein, on avait tout dessiné. Et on avait pensé qu'en 6 mois, ça serait torché. Bon, au bout de 10 mois, on n'avait toujours pas le toit, je crois, un truc comme ça. Donc, ça a été compliqué. Mais voilà, l'entreprise a été fondée. Le premier chantier est arrivé à terme. C'est une maison, je ne sais pas si je vous l'ai mise. Oui, je vous l'ai mise. Et cette entreprise-là, moi, j'en ai été gérant et co-gérant pendant 10 ans. En fait, elle a existé comme ça, avec un rêve d'étudiant, une pratique totalement amateur. Et après, on a rencontré des gens qui étaient rationnels et qui nous ont aidés à gérer la boutique et à se confronter à une réalité économique de l'entreprise qui nous était complètement étrangère. Donc ça, c'était un premier grand virage. Et puis un virage à la fois en compétences aussi, puis même émotionnel, c'est-à-dire que vous apprenez à l'école la descente de charge, la mécanique du bâtiment, des choses qui vous semblent que vous tracez peut-être sur des vecteurs ou je sais pas quel logiciel. Hein. Mais en fait, le truc qui est marrant, c'est qu'un contreventement, moi, j'avais jamais compris. Enfin, 5 ans d'études, je suis parti, je faisais mon exercice de métier, mais contreventement, je mettais mes croix de Saint-André dans tous les sens en me disant c'est bon, ça va marcher. Ça marchait, j'en mettais trop. Et en fait, le jour où vous comprenez un contreventement, enfin pour moi mon aventure c'était vous trouvez sur une charpente qui est posée sur poteau à un étage et demi de hauteur et tout votre machin en fait il n'est pas contreventé parce que vous avez décidé de faire du poteau-poutre et vous arrivez sur votre charpente et ça tangue quoi, et puis ça tangue sévèrement, vous devez avoir 50 cm de mouvement. Et pas à l'aise du tout sur la charpente, à 4 pattes à s'accrocher aux arbalétriers. Et là, vous arrivez tant bien que mal. Je ne sais même plus comment on a fait pour monter la première plaque d'OSB sur le toit. Et là, à 2 à 4 pattes, en tremblotant, on visse 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois notre plaque d'OSB sur notre charpente c'était une maison de 100 mètres carrés, c'était une toute petite maison. Et tout d'un coup, votre machin ne bouge plus. Mais ne bouge plus du tout, quoi. Voilà. Donc c'est là que j'ai compris ce que c'était qu'un contreventement. C'est con, mais vous le sentez. Alors, j'ai pas de théorie là-dessus, hein, mais vous le sentez sous les pieds, quoi. Ça ne bouge plus. Voilà. Et 4 vis. Enfin, 4 vis.
4 vis. 4 vis, ça reprend une charge incroyable, quoi. Voilà. Et ben, vous apprenez votre métier comme ça. Hein. C'est aussi dans l'intuition, la matière, le mouvement, tout ça. De manière générale, je tiens à vous le dire, c'est bien un jour de se confronter au chantier. Vous n'êtes pas obligé de monter une entreprise, mais un jour ou l'autre, il faut mettre les mains dans le ciment pour savoir comment ça brûle vraiment bien les doigts, que la chaux, vous le balancez sur un mur, ça vous tombe sur les pieds quand vous n'avez pas le bon geste. C'est arrivé à tout le monde à peu près. Il faut se le faire, hein, filles, garçons, tout ça, il faut y aller. Hein. Ou alors vous fréquentez des gens qui aiment le chantier et qui vous racontent. On peut apprendre comme ça aussi. Mais même le chantier à petite échelle, c'est vraiment très instructif. Et ça vous permet après d'apprendre à dialoguer, ne serait-ce que ça, avec des entreprises qui seront là au service de vos projets. Et à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut parler le même langage parce que vous en savez plus qu'eux. Hein, voilà, vous apprenez tous le vocabulaire de la charpente. Il n'y a pas un maçon qui sait ce que c'est qu'un arbalétrier. Hein, c'est une poutre en biais. Hein. Ça, c'est le vocabulaire général et universel de la charpente en France. Arbalétrier, poinçon, contrefiche, tout ça. Voilà, ils sont contrefiches pour le coup, vraiment. Donc, donc par contre, il faut comprendre quel est leur mode de fonctionnement. Donc, un exemple, c'est un truc qu'on oublie toujours, mais l'approvisionnement sur un chantier, c'est génial, quoi. Voilà. Donc, première appro quand vous démarrez un chantier, c'est vous avez votre livreur de matériaux qui arrive avec un big bag d'une tonne de sable pour faire du mortier, et puis il y a une branche qui le gêne, il dit j'ai une branche qui me gêne, alors vous, laissez-le là. Donc vous le laissez là, mais vous avez donc une tonne de sable qui se retrouve à 30 mètres de votre chantier en pente, comme ça. Et là, vous êtes dit, et là au moment où il pose le bag, et que le camion part, tu te dis, ah ouais, j'aurais dû couper la branche, ça aurait été quand même vachement plus simple. Donc sachez-le, le jour où il y a quelqu'un qui vous dit, je vous laisse votre sable à 30 mètres, vous dites non, il faut trouver une autre solution. Parce qu'après, on vous passez 2 jours à trimballer une tonne de sable à la pelle et à la brouette. Bon, ça, faut le savoir, parce que les approvisionnements, c'est important. Et puis, il y a les savoir-faire locaux. Dans un travail, vous pouvez toujours penser toute l'architecture que vous voulez. Si vous n'anticipez pas le fait que localement, alors là c'est le territoire, mais c'est l'autre territoire, c'est beaucoup moins poétique. Hein. C'est le territoire de la compétence, c'est du savoir-faire. Et ben, si vous ne connaissez pas intuitivement quelle est la compétence de vos entreprises, vous ne pourrez pas leur faire ce que vous voulez. Mais pas du tout. Donc en fait, il faut penser à l'envers. Il faut connaître sa sociologie et sa compétence locale pour savoir si vous orientez vos bâtiments sur plutôt de la maçonnerie parce que c'est les maçons qui sont forts chez vous ou plutôt de la charpente. Voilà, c'est con, hein, mais c'est vraiment fondamental. Bon, j'arrête sur les chantiers. Faites du chantier, ça tanne, mais c'est bien. Autre anecdote, c'est qu'on travaille rarement tout seul. Donc en 2007, j'avais des associés dans l'atelier du bâtiment, qui sont devenus après des associés aussi en architecture dans Texus en 2010. Petite histoire d'associés, c'est qu'en fait, le vrai danger pour un architecte en exercice comme on le fait avec Stéphanie, c'est-à-dire petite équipe, confrontée à tous les problèmes, peu de filtres, on vous appelle le dimanche sur votre portable et tout ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Le vrai danger, c'est le burn-out, hein, réellement, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, le cerveau qui est en saturation totale et qui ne fait plus la distinction entre les soucis d'ordre économique, la pression des clients, vos vies perso qui sont toujours quand même là. Et donc j'ai un associé qui a fait un burn-out devant moi, au sens où je l'accompagnais. Et en fait, ça met la fin à une association, très concrètement. Et c'est des choses dont on se remet pas ou peu. Hein. Donc je dis ça parce qu'à la fois on apprend à aimer son boulot quand on aime son boulot, on apprend donc à bosser comme des tarés, mais il faut vite se trouver des modes d'organisation pour gérer ce temps de travail et gérer le temps du repos. Une chose que j'ai apprise donc avec l'expérience, c'est que quand vous êtes dans des petites équipes comme les nôtres, vous êtes votre seul recours. C'est-à-dire que si vous tombez malade, il n'y a plus d'agence, il n'y a plus de survie économique, mais il n'y a plus d'architecture non plus. Donc, il y a un moment donné, si vous avez des grandes ambitions pour faire des beaux projets, il faut aussi prendre soin de soi. Et par ailleurs, si un jour vous exercez en titre libéral, sachez que vous allez souscrire, donc vous allez quitter, comment ça s'appelle déjà, l'assurance maladie, c'est ça? Ouais. Donc, vous allez passer au régime des indépendants. Et RSI, le fameux RSI, non, vous ne connaissez pas encore. Vous allez souscrire des assurances invalidité. Ça va être obligatoire, ça va être conseillé, on va dire. Et c'est effectivement conseillé, mais on vous assure, si vous voulez, on vous assure votre salaire après 15 jours de maladie, si vous pouvez justifier d'une fracture,
d'un accident de ski ou je ne sais quoi, d'autres maladies. Mais vous verrez dans les alinéas, il est précisé que ça ne couvre pas les maladies d'origine psychologique, donc la dépression et le burn-out. Donc c'est mon conseil du jour. Si un jour ça vous arrive, vous regardez bien les alinéas et vous essayez de vous faire couvrir pour ces maladies-là. On fait du pratique aujourd'hui, c'est ça ? Bon. Donc, après avoir fait un exercice en libéral un peu à l'emporte-pièce et on apprend son métier pendant 10 ans, après avoir monté une entreprise de construction pour finaliser finalement notre formation, on a décidé en 2010 de fonder une agence pour professionnaliser la pratique de l'architecture. Donc en 2010, j'ai parlé de mes associés, ils ont été renouvelés plusieurs fois. Et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, Texus existe sous la forme de SARL. Et l'idée, c'est plus simplement de passer sur un exercice libéral où souvent une production est associée à un individu, mais plutôt d'essayer de travailler une méthodologie de travail et mettre en place dans la production des méthodes d'exercice. Bon, des gros mots, mais ça veut dire qu'une charte graphique, ça veut dire un site, ça veut dire des photos de pro, enfin des trucs où on essaye de dire qu'il y a une entité qui existe, qui se fabrique une identité architecturale et moyennant une méthode de travail. Et donc on décolle cette production-là des individus et c'est un autre exercice assez intéressant qui met le travail à distance. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais vous verrez peut-être les résultats après. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre ? Des choses importantes dans le registre. Ne vous oubliez pas dans votre métier. Depuis 1994 où j'ai commencé mes études jusqu'à 2006, j'avais arrêté de lire, si ce n'est ou alors les ouvrages qu'on me demandait, soporifiques, là, l'histoire de l'architecture, des trucs comme ça, infernal. Non, je te regarde toi. Mais... Il faut se remettre à lire parce qu'en fait, très vite, là, aujourd'hui, vous êtes en train de vous constituer une boîte à idées, je pense, mais très vite, en fait, elle se vide, la boîte à idées. Voilà. D'abord parce qu'on est soumis à rude épreuve et qu'on n'a pas tout le temps de se renouveler. Enfin, Stéphanie, elle va en Norvège, c'est cool. Des fois. Mais il faut se remettre à lire et il faut se mettre à dessiner. Moi, je pense que le dessin à la main est une source aussi d'inspiration. Ça permet de re-regarder son environnement et de savoir dans quel territoire on travaille, le micro-territoire comme le grand. Ça vous intéresse pas ce que je raconte là ? Non, ça les intéresse pas en fait. Je vous dis de recommencer à dessiner, mais ça vous intéresse pas en fait. Bon, allez, j'accélère. Après, je mets des images, promis. Et bon, allez, j'accélère. Et du coup, et 2017, c'est un événement important cette année-là, enfin l'année dernière, non, 2016 avant. Vous travaillez dans le noir depuis 2001 jusqu'à 2010, vous apprenez votre métier. De 2010 jusqu'à 2016, vous essayez d'accéder à la commande publique. C'est difficile parce qu'il y a une grosse concurrence. Et un jour, en 2016, vous gagnez un trophée. Waouh! Et en fait, un jour, vous avez une pauvre petite maison de 200 mètres carrés qui est nommée dans les trophées de la construction bois. Vous savez, cette matière que je détestais pendant mes études. Bon, bref, voilà. Et c'est vrai que ça fait du bien, c'est con, hein, mais d'un coup, on se dit, ah ouais, en fait, finalement, on n'a pas fait que n'importe quoi pendant des années. On travaille en aveugle, mais ça porte quelques fruits. Voilà. C'est bon pour le moral. Et en 2017, on renouvelle une équipe d'associés. Aujourd'hui, on est 3. Oui, j'aurais pu commencer par ça. Aujourd'hui, on est 3 associés. On fait porter la production non plus par peu d'associés, beaucoup de salariés, mais par 3 ou bientôt, et un jour peut-être 4 associés en interne. Voilà. La survie d'une agence dépend, à mon avis, alors à l'inverse de Stéphanie, nous on subit des courbes en haut et en hausse et en baisse assez fréquentes. On a une espèce de croissance lente, mais avec des vrais moments de crise où les projets s'arrêtent. Le fléchage des financements de marchés publics est devenu, c'est plus un fléchage, c'est un brouillard même pour les élus. Donc en fait, vous pouvez avoir des projets coup sur coup qui stoppent d'un coup, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut être souple. Et pour être souple, il faut être bien soudé, quoi. Donc 3 associés, on peut dépoter pas mal de boulot. Donc c'est la formule d'aujourd'hui. Et les associés, aujourd'hui, ils ont tous 10 ans d'écart, plus ou moins 10 ans d'écart. Il y a Jana Boutin-Kuhlmann qui est d'origine allemande et qui a été formée en Allemagne, donc c'est une culture nouvelle.
C'est des gens qui vieillent vachement au DTU, c'est toujours utile. Et Martin est aujourd'hui a beaucoup bossé en Guyane, donc pareil, d'autres expériences, d'autres pratiques, d'autres architectures. Et par ailleurs, il a acquis. Il est sorti de l'école de Chaillot l'année dernière, donc aujourd'hui, Texus Architecte, c'est aussi architecte du patrimoine, et donc c'est la nouvelle aventure du moment. Bon, je vous passe les déménagements, tout ça, c'est intéressant, mais les constructions de locaux. Je vous passe des images, je vous illustre les différentes choses. 2003, donc c'est un bâtiment. 2003, donc j'exerce en libéral. Très joli village qui s'appelle Pontet au bord de la Drôme. Et nous, et moi, à l'époque, j'étais tout seul. On réhabilite ce bâtiment-là, qui est une. Ah oui, j'ai la bidouillette là. Et ce bâtiment était tellement bien réussi, tellement dans son jus que la BF de l'époque m'a dit bah, pas de problème, monsieur Cornet, c'était Delphine. Là. Et j'étais tout content, je dis waouh, super, victoire. Et donc en fait, on a fait un beau bâtiment, on voit rien là de ce qui est intéressant, c'est tout l'intérieur. Et c'était tellement dans son jus que quand j'ai voulu prendre des photos, ça se voyait pas. Donc j'avais fait un super beau bâtiment, enfin j'étais content. Non, j'appuie pas, c'est pour ça. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi, c'est ça? Ah mais si, c'est ça, ça y est. Voilà. Et en fait, la même année, j'ai réceptionné ce bâtiment et celui-ci. Donc ça, c'est une réhabilitation des années 50. Le cahier des charges, c'était on adore notre maison, mais elle est trop moche. Enfin, c'était l'emplacement qui leur plaisait. On change tout, sauf la vigne vierge. Voilà, c'est la vigne vierge qui est là, qui était d'origine. Et en fait, la même année, vous posez la question, est-ce que je continue à faire ça ou est-ce que je fais ça? Mais et en fait, c'est un vrai dilemme parce que vous y croyez, vous, à la réhabilitation du patrimoine. Sauf que ça, c'est quand même vachement excitant. Bon, il y a une semaine de boulot rien que pour dessiner l'escalier, là, celui-ci, à l'échelle au 20e, hein, parce que ça, on sait faire à l'école. Bon, et en fait, cette année-là, c'est joué quand même une orientation, c'est que j'ai préféré ça. Là, voilà, ça. Parce qu'au moins, ça fait des belles photos. Parce que le problème de ça, c'est que ça se voit pas. En fait, vous êtes jeune archi, vous avez zéro référence. La seule que vous pondez, c'est celle qui ne se voit pas dans le front urbain, quoi. Et là, je me dis, mais c'est complètement suicidaire. Donc, au secours, je vais abandonner toutes mes convictions sur la réhabilitation du patrimoine et je me balance dans la réhabilitation des années 50. Bon, ça, c'était beaucoup plus rigolo. Dans la foulée, comme on savait faire de l'ossature bois, eh ben, on ne s'est pas gêné, on a massacré un village. Donc il a fallu 9 mois pour obtenir le permis de construire. Chaque fois qu'on allait voir la BF, il tombait en dépression pendant 15 jours. Là, c'était pas Delphine, mais enfin... Oui, mais c'était pas toi qui tombais en dépression. Donc ça, c'était une belle aventure. Pareil, on a construit nous-mêmes. Ça, c'est le deuxième projet qu'on a construit avec l'atelier du bâtiment. Voilà, bon, c'est un beau front bâti en grès doré. Donc le bois ici se marie parfaitement avec la pierre. Il y a un couillon qui a voulu faire une restauration de ses joints de pierre en jaune safran derrière. C'est tout ce qu'on voit. Enfin, bon. Mais il a eu le permis sans problème, lui. Voilà, ça, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais ça, c'est la maison de Thiers. Voilà, donc on a construit cette chose-là avec une petite gouttière nantaise, des chevrons qui dépassent, des menuiseries en acier qui sont ensaillies sur l'extérieur, des super beaux ponts thermiques. J'en ferai plus des comme ça. Ça, c'est moi qui ai remonté cette maçonnerie pierre. Il gelait, je me pelais les miches, mais c'était très peu instructif. Ça me suis coincé les doigts. Et oui, vous voyez, à Thiers, il neige, c'est pas du, hein, ça existe vraiment la neige. Voilà. Premier gros marché public, c'est une école. Alors on n'a pas complètement rompu les ponts avec le patrimoine. C'est qu'on s'est dit que on vendrait mieux notre projet en disant aux élus qu'on va construire un bâtiment neuf en forme de bâtiment vieux. Et devant, on va leur pondre un truc qu'ils ne voulaient pas, mais qu'ils auront quand même. Donc ça a marché. Bon, depuis, ils passent 3 fois par an avec un balai plein d'huile pour que le bois ne vieillisse pas, surtout pas le bois, faut pas qu'il vieillisse. Mais quand même, ils regrettent. Tant pis. Et voilà. Donc là, c'est la maison Alpha. On en a fait 3 des comme ça. Ça, c'est la plus belle maison. Hein? Non, il y a une bêta, c'est celle de ma mère. Donc ça, c'est... Ça, c'est la maison Alpha, c'est-à-dire, en gros, c'est un projet qu'on a dessiné et à 2 avec Julien, mon associé, donc qui était associé et dans l'entreprise de construction et dans l'agence Texus. Et on a dessiné le truc, on s'est dit, c'est ça qui répond à la commande. Et là, on s'est dit, on ne sait pas comment ça se construit. Parce que ce porte-à-faux-là, celui-ci, 4,50 m dehors et il y a à peine 5 mètres dedans. En fait, plein sud, on ne savait pas trop faire avec les moyens du bord. Hein, parce qu'on construit... Alors, dans la Drôme, on construit à 1 200 € du mètre carré hors taxe. Si vous pouvez flirter avec les 1 300, mais au-delà, vous avez perdu votre client.
Donc on n'a pas droit trop à l'erreur, donc il faut un peu contrôler ce qu'on fait. Et puis, enfin, moi en tout cas mes clients, les tiens Steph, ils font plus? Non. Ils ont plus de moyens, les tiens Steph. Et on venait de découvrir les membranes PVC qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Du coup, on en a tartiné un peu partout. C'était sympa. Voilà. Ça, c'est un lycée. Donc ça, c'est Texus. Donc on commence à changer d'écriture architecturale, à s'affirmer un tout petit peu. C'est un bâtiment en béton blanc, voilà, qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, en extension d'un bâtiment du XXe siècle. Donc ça a fait l'objet. Ce bâtiment, ah oui, si quand même, ça a été récompensé aussi. Nos efforts ont été récompensés. Ce bâtiment a fait l'objet a été illustré dans une exposition qui a circulé dans tout Rhône-Alpes sur l'Union régionale des CAUE, une exposition sur les extensions au XXIe siècle des bâtiments emblématiques du XXe. Voilà. Donc celui-ci, c'est un projet qui est sorti en 2011 et on le devine à peine. C'est pas très pratique ce machin. Là, on avait un bâtiment préfabriqué dans les années 70, une espèce de cube monolithe aveugle en béton gravillonné blanc. Et le directeur de l'école nous avait demandé de changer. Du bout des lèvres, il a dit que ça serait bien de changer la gueule du lycée. On se dit, on va vous prendre au mot. Donc on a fait ça. Et 6 mois après le dépôt du permis de construire de ce bâtiment, on est passé en zone 3 de sismicité. Donc l'ingénieur béton nous a dit, des porte-à-faux comme ça, il n'y en aura plus, fini, c'est fini. Voilà. Donc regardez bien, c'est plus difficile à faire. Bon, ici, on n'est pas en zone de sismicité 3, je ne crois pas. Non. Après la membrane PVC, on a adoré, donc on en a remis pour une extension d'usine. Là, donc voilà, toutes les entreprises du coin qui passent, parce que là, c'est la zone artisanale, c'est une fonderie d'art. Donc le patron, c'est notre mécène depuis quelques années, donc il dit oui à tous nos projets, même les plus farfelus. Là, je crois qu'il savait pas très bien à quoi il avait dit oui, mais quand il a vu ça, il a fait beau. Et le pire, c'est les entreprises du coin qui se marrent en disant c'est quoi ce machin? Bon, ça marche pour l'instant. La maison bêta, c'est ça. Voilà, ça c'est en 2000, j'ai oublié ma chronologie, mais ça doit être en 2015, ça. Non, en 2014, pardon. Voilà, donc j'avais une maman qui quittait sa maison où on voyait les 3 becs. Donc les 3 becs, c'est une des extrémités de la forêt dessous que Stéphanie adore tant. Donc c'est 3 becs comme ça qui culminent à 1000 mètres. C'est très beau parce qu'on les voit depuis super loin. Donc elle les voyait. Donc je lui ai dessiné une maison en forme de 3 becs. Ça lui a plu. Ça, c'est celle qui a remporté le trophée en 2016 UKD. Donc je vous ai montré, là je vous montre la façade qui n'a pas été trop en photo. C'est la façade nord d'entrée qu'on a beaucoup fermée, c'est la façade sud qui est ouverte. Ce qui est important, c'est de se dire que voilà, là où on a un gros challenge, c'est que là, il y a le village de Diolfi, qu'on est dans le périmètre de protection de l'ABF, courant, et qu'un jour on est venu avec notre maquette en bois peinte à l'encre de Chine noire pour représenter la partie membrane PVC. On adore toujours la membrane PVC. Et en vis-à-vis avec le village. Et en fait, elle était sensible à la qualité du bâtiment. Et puis, ça n'a pas posé de problème, mais on a passé quand même une demi-heure pour bien voir le projet sous toutes les coutures. Et ce qui lui importait surtout, c'est qu'il y a une maîtrise technique. Donc j'insiste, je reviens sur les questions de chantier, mais là, quand vous dites à votre ABF préféré, c'est moi qui vais être sur le chantier, c'est mon entreprise et les détails, c'est ça, ils sont vite rassurés. Donc c'est un argument qui a permis d'emporter l'adhésion de l'ABF et d'obtenir le permis. Bon, là, il y a 4 permis quand même pour obtenir le truc, mais ça, c'est pour des questions administratives, pas architecturales. Alors quand même, vos clients, un jour, quand vous êtes en train de construire ça, donc ça, c'est une ossature bois enduite et en membrane. Vos clients, quand même, un jour, ils viennent toquer à la porte pendant le chantier, ils vous disent écoutez, comment on peut faire? Chaque fois qu'on va au marché, les gens ils nous disent qu'ils veulent brûler notre maison tellement c'est moche. Voilà. Ça, c'est l'effet bois. Dans notre région à nous, c'est comme ça que ça se passe. Pendant le chantier, ça dure toujours un peu trop longtemps pour tout le monde, mais pour les voisins, c'est ulcérant, et ils deviennent fous, ils ont les yeux injectés de sang, ils veulent vous tuer. Donc mes clients, c'est ce qui leur est arrivé. Voilà. Donc on les a menacés de brûler la maison. Voilà. Et heureusement, elle a été couronnée par une petite récompense, donc c'est une vengeance. Ça, c'est un des derniers projets qu'on a pondu, une espèce de météorite mongoloïde, c'est-à-dire qu'en gros, c'est moi qui l'appelle comme ça, parce que en fait, c'est un plan en pentagone irrégulier sur lequel on a rajouté cette silhouette-là. Donc ça, c'est le fruit d'une collaboration avec un élu qui se croyait intelligent, parce que sa fille avait fait des études d'archi, et qui nous a fait refaire 6 esquisses pour 300 mètres carrés.
Et à la 6e esquisse, en fait, j'ai pris mes contrats que je ne sais pas pourquoi, miraculeusement dans ma sacoche, et je lui ai dit, je crois que maintenant c'est vous l'architecte, je vais vous laisser faire. Donc ce jour-là, le dialogue a été détendu. Non, ça a détendu. Les choses avaient été dites. Et on a obtenu cette chose-là. Donc lui, c'était un austère mormon du fond du Diois, ex-agriculteur bio, je crois. Et que j'aime bien par ailleurs, mais qui était un mec intelligent, il n'y a pas de problème, mais il pensait qu'il fallait, pour faire simple, il fallait faire cubique. Et je lui ai dit, quand on me donne un terrain en forme de trapèze, je ne sais pas faire un carré. Voilà. Et ça a été compliqué la discussion, et on a obtenu cette chose-là qui est hyper drôle, vous la verrez sur le site, on en voit sous d'autres coutures. Moi, ça m'amuse toujours, chaque fois que j'y vais, je trouve ça rigolo. Alors, ça parle du territoire, c'est-à-dire que Steph, elle vous a emballé en vous disant super... la Drôme, c'est beau, tout ça, mais pas toujours. Et il y a des fois, il y a des pionniers, pas toujours quand même. Et le parent pauvre quand même de la Drôme, c'est l'architecture. Il faut savoir un truc, c'est qu'on est des pionniers, Stéphanie et moi. C'est-à-dire qu'en fait, notre boulot, c'est d'essayer de faire en sorte que l'architecture soit au niveau de la qualité des paysages. C'est pas toujours facile, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est le règne de la tuile, c'est le règne du lotissement, et quand vous changez de registre, les gens comprennent pas bien. Et là, on est dans un cas particulier au milieu du cas particulier, c'est que c'est un écosite, c'est-à-dire que c'est une terre vierge, stérile, c'est que du gravier sur 5 mètres de profond, il n'y a pas un arbre qui pousse. Et ils ont décidé ici de faire une espèce de lieu d'activité tertiaire où on mélangerait des bureaux avec des artistes. Donc la greffe commence à prendre après 15 ans de travail d'urbanisme. Ils ont fait un plan masse qu'ils n'ont jamais respecté, je crois. Bon, peu importe. Et surtout, c'est que toujours avec les austères protestants d'agriculture bio à la tête, c'est le monde de la cagette, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, des bâtiments en forme de cube, bien compacts, bien optimisés, bien RT 2012 et plus, là, ils ont fait un urbanisme de cagette, de cocotte minute. Oui, cocotte minute aussi. Oui, parce qu'il fait chaud, c'est ça ? Bref, donc ils ont commencé un site un peu ambitieux et avec une architecture médiocre, et ça gêne personne. Et donc moi je suis arrivé, c'est sans prétention que je dis ça, mais quand même, moi je suis arrivé, je leur ai dit je vais vous faire ce machin là, donc il n'y aura pas de bois visible, c'est quand même en ossature bois, c'est quand même isolé en ouate de cellulose, tatati tatata. Il y a même du panneau photovoltaïque ici, plein ouest, tout ça. Mais ils avaient les yeux qui sortaient de leurs orbites. Mais on y est arrivé. Et en fait, il manque toujours la joie, vous avez remarqué, des fois. Et c'est bien de faire des bâtiments joyeux, des fois. Voilà. Donc celui-ci, c'est mon préféré. C'est ma petite pépite mongoloïde. Et à la fin... Oui, et du coup, on va construire nos bureaux à cet endroit-là. Et on refait une autre pépite mongoloïde. C'est-à-dire que là, on a un plan en format carré, mais la couverture, elle est en hyperboloïde parabolique irrégulière pour ceux qui ont suivi leur cours de géométrie. Non. Bon. Donc en fait, si vous voulez, c'est un faisceau de poutres en I qui converge en forme de cône vers l'intérieur, et ça fait un patio central qui nous permet de nous protéger du vent. C'est en cours de construction, j'ai pas eu le temps d'aller faire les photos, mais ça ressemble à ça. On a un architecte du patrimoine qui jure que par la pierre à l'agence, donc qui nous dit maintenant on construit en pierre, donc on a des ateliers à construire en pierre massive. Bon, on n'a rien inventé, mais ça sera intéressant. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, le calpinage de la pierre. Et ici, un des gros projets de livré en 2015, c'est une maison pour les personnes âgées à Lucandiwa. Donc c'est une autre partie du territoire qui est quand même assez beau. On a eu la chance de travailler sur un site fantastique. Alors là, la photo rend pas hommage au site, mais bon, ça montrait un peu le type d'architecture qu'on peut pondre au fin fond du Diois. Je sais pas comment vous expliquer. C'est la source des paysans d'agriculture bio et mormons. C'est eux qui sont tous de là. Mais le paysage est tellement beau que c'est fascinant. Et pareil, si vous sortez de la tuile, vous vous faites haïr. Mais donc on est sorti de la tuile, on s'est fait haïr. Mais j'aime bien cette entrée-là, je la trouve sympa. Alors, petite anecdote d'architecte. J'ai encore du temps là ? J'ai bientôt fini. Pas beaucoup, allez. Bien. Donc, vous voyez ça là, ce bandeau là, ça fait 16 cm. Si j'avais laissé faire les uns les autres, ça faisait 40. Donc il a fallu que je me batte pendant 6 mois pour arriver à réduire la 40 cm à 16. Voilà, c'est des défis, mais ça veut dire qu'on est toujours dans le technique. L'architecture sans technique, ça ne marche pas. Et pareil, là, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est la façade d'entrée. Il y a des ébrasements inclinés sur les fenêtres. Derrière, il y a des bureaux et des cuisines. Faire des ébrasements inclinés à des gens dont l'habitude, c'est juste de coller du polystyrène en façade, c'est
très compliqué. Alors je suis allé à leur atelier, je leur ai dit mais vous n'avez pas un fil chaud pour couper les plaques qu'on pourrait incliner? Ah non non, il marche que comme ça le fil chaud pour couper les plaques. Et je me trouve devant la machine, je vois qu'il y a un petit œillet sur le côté, je dis ben on croit que si, ça peut se régler, donc vous réglez l'œillet. Hein. Vous avez fait 1 heure de route pour aller jusqu'à l'atelier. Vous réglez l'œillet, vous l'inclinez, t'as pas une équerre, si t'as une équerre, tu règles le truc et tu dis ben voilà, là maintenant vous êtes allé régler la machine pour qu'il puisse couper ces morceaux en biais. Voilà. Bon, c'est ça le métier aussi, c'est d'aller dans les ateliers et régler les machines à la place des gars. Et je vais aller vite, mais vous voyez, ça c'est quand même, ça sort pas de Saint-Cyr, quoi. C'est, je veux dire, c'est pas. C'est un habillage de galerie en bois. C'est des batailles hallucinantes avec le maître d'ouvrage pour arriver à ça, mais des batailles qui finissent au tribunal. Hein, voilà, donc on paye un peu tout cher et cash, mais faut jamais regretter, hein, parce qu'en fait, c'est déjà un vrai challenge et on a déjà fait progresser l'architecture locale. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, après ces 2 interventions qui ont été sponsorisées par l'Office du tourisme de la Drôme, n'est-ce pas, sans montrer aucune photo du territoire déjà, ou très très peu, un petit peu avec Stéphanie. Donc merci pour ces 2 interventions. On a balayé beaucoup de choses. Ceux qui ont préparé un peu des questions, je vais vous donner la parole et les micros. Qui commence? Alors moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que je fais mon PFE donc pas très loin de Thiers, à Ambert, donc dans le parc régional du Livre de Forez. Et en fait, c'est surtout la question des ressources locales en fait, et de la prise de conscience des élus locaux et des maîtres d'ouvrage vis-à-vis de ça en fait, parce que des fois justement dans ces campagnes on trouve des choses, comme vous avez dit, un peu des lotissements qui sont complètement, on perd complètement les matériaux locaux et aussi la tradition, on va dire. Et donc voilà, je voulais savoir si vous, respectivement, des fois il y a des batailles au niveau de ça en fait, et comment est vue la culture architecturale par ces gens, aussi par les habitants et par tout ça. Par les maîtres d'ouvrage, c'est ça? Maîtres d'ouvrage, les élus, oui. Comment Alors, les ressources locales, je pense que les entreprises en sont les témoins. Et à mon avis, ça passe beaucoup par les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut investir cette question-là avec eux. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut vraiment aussi être sur place. Et je pense que les entreprises sont des vraies sources. Après, elles ont chacune leur spécialité. Et à partir de là, elles vont pouvoir vous orienter sur finalement les bois locaux, et les choses comme ça. Comment tu répondrais à cette question-là? Les ressources locales. En fait, il y a les ressources locales et la culture architecturale. Les deux, oui, hein, mais c'est 2 questions. Non, mais parce qu'après, moi, je ne connais pas trop la Drôme, mais par exemple, en Auvergne, justement, le parc du Livre de Forez, il y a énormément de bois, en fait. Et donc, justement, on essaye de construire plus en local et pas faire venir du bois voilà. Et donc, c'est ça, en fait. Est-ce que vous arrivez aussi à transmettre cette culture, à construire vraiment en local, avec les matériaux locaux, et aussi, qui intervient dans votre... en fait, on est pute, hein, c'est-à-dire que soit on nous demande et on le fait, parce que y a, voilà, c'est fluide et qu'il y a un tuilage total, soit on le fait dans leur dos. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est des acteurs d'une vertu et culturelle, mais aussi environnementale, à l'insu de leur plein gré, à leur insu parfois. C'est-à-dire qu'on parle des fois, quand vous savez, avec des élus, il ne faut pas parler de ouate de cellulose, vous dites isolant et vous parlez que d'isolant. Et à la fin, ils découvrent que c'est de la ouate. Bon, voilà, vous avez fait votre job, quoi. Mais c'est pareil, moi je suis partisan de aucune transparence avec nos maîtres d'ouvrage. Stéphanie tient exactement le discours inverse. Non, faut pas dire ça. Si. Mais moi j'ai rencontré Édouard François à la suite d'une conférence un jour, qui est le cynique devant les cyniques, et il disait mais il faut jamais parler d'architecture avec ses clients parce que c'est vous avez passé 5 ans, enfin on a passé 5 ans d'études, 6 ans d'études, c'est notre émotion, ça nous rend fébrile, quoi. Et cette fébrilité-là, elle stresse votre client, et c'est vrai, c'est clair. Donc du coup, vous restez sur ces questions-réponses, vous restez sur les réponses à ces questions, c'est combien de places de stationnement, ma trame de poteau, ma largeur de couloir, et on en reste là. Et le reste, c'est votre affaire. Mais ça, c'est ma vision à moi. Alors avec pour répondre un peu différemment, ce que je constate, c'est que
les maires des petites communes, et ça doit être le cas, ont une connaissance extrêmement précise et ont accès en fait à ces informations-là et sont plutôt friands évidemment de valoriser les ressources locales. C'est ce que je constate. Donc je pense qu'à partir de là, c'est vraiment important de se référer et d'entrer dans le territoire comme ça, en s'informant auprès des maires qui vont vous donner finalement quelles sont les entreprises qui ont ce savoir-faire-là, parce que ça relève d'un savoir-faire. Quand le savoir-faire est là, en général, on sait d'où viennent les matériaux. Oui, parce que justement, des fois, pour ces petites communes, c'est aussi mettre en avant justement ce savoir-faire qui est sur le territoire. Et vous êtes aussi un petit peu le savoir-faire et l'entreprise. En fait, c'est faire vivre d'une certaine façon, ça l'économie parle locale. de l'économie locale. Et l'économie locale, après, c'est chacun son éthique. Hein. Donc le maire est plutôt, et ça relève aussi de l'éthique du maire, est-ce que ça va être celui qui va défendre justement un savoir-faire local, ou est-ce que finalement ça va être le moins cher, et alors à ce moment-là on se fout de tout et on parle d'autre chose. Mais on l'identifie assez vite, quoi. Et finalement les adresses avec des gens qui portent un soin et une attention et qui sont à l'écoute, on les identifie assez vite aussi. J'avais une question intermédiaire parce qu'on l'a posée à Clément Blanchet, Architecture. Je voudrais connaître votre chiffre d'affaires annuel à l'un et l'autre et vos revenus mensuels, grosse maille. Alors, en ce qui me concerne, mon chiffre d'affaires est de l'ordre de 100 000 euros. Et pour moi, donc j'ai une salariée et je touche, moi je suis quelque part... Entre tes activités de maîtrise d'œuvre et de conseil, donc si j'ai bien compris. Tout à fait. Ouais, et c'est vraiment 50-50. Je fais à peu près 50 000 euros en termes de conseil, 50 000 euros en termes de maîtrise d'œuvre, hein, voilà. Et j'arrive à peu près à me dégager un salaire de l'ordre de 2 700 euros. Donc voilà. Et je compte mes heures de travail depuis peu et je note que depuis que je les compte, intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que j'étais persuadée de travailler à peu près 72 heures et demie. Et j'ai commencé à compter mes heures et en réalité, je ne travaille à peu près que 50 heures. Et depuis que je compte mes heures, je travaille 30 heures par semaine. Et je suis trop contente de moi. Et votre salariée, du coup, elle, vous la payez? Ma salariée, pour l'instant, elle est à 3 jours par semaine et elle touche 950 euros net à 3 jours par semaine. Voilà. Et il est question qu'elle passe en temps plein, donc c'est au prorata. Plus des tas d'avantages. Sur cette question-là, donc Texus, nous on oscille, on va dire 240 000 euros de chiffre d'affaires. Pour ce qui me concerne, je me paye 3 300 euros depuis le 1er janvier. Et non, alors nous alors c'est compliqué parce que là en fait c'est des prises de bénéfices, c'est pas du salaire. Et là moi je vais vous parler et non, c'est pas du salaire. Non, avec ça, et en plus je suis pas très, je vais pas être très clair sur mes explications, donc gardez ce chiffre-là en tête. Après 15 ans de boulot, non, ce qui est important dans les 3300, c'est qu'en fait de 2001 à 2011, j'étais au SMIC. SMIC, hein, quand je dis SMIC, c'est SMIC. Hein, parce que je refusais de me payer moins, mais si j'avais pu me payer moins, et encore non, je me suis payé moins. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, si vous voulez, c'est aussi 10 ans, vous mangez des radis, hein, quand même, clairement. Je peux Radivio. compléter. Moi, ça m'est pas arrivé. Elle est meilleure que moi parce que si vous regardez son ratio, c'est top. On me disait ça en me mettant à mon compte, justement, j'interrogeais les confrères. Bon, et ça me paraissait incroyable de pouvoir vivre 10 ans comme ça, avec rien, quoi. Donc voilà, je me payais pas beaucoup, mais en tout cas suffisamment pour survivre. Alors moi, je me demandais, en fait, vous avez une bonne connaissance justement sur les petites villes, les campagnes. Et ce que je me demandais, c'est comment aujourd'hui, avec le phénomène de métropolisation qui se fait de plus en plus, on veut tous aller dans les villes, l'avenir de ces campagnes et est-ce que justement vous pouvez porter de plus dans ces villes pour justement les aider?
précisément, ce qui n'en finit pas de me surprendre, c'est que depuis 13 ans que je suis à mon compte, je me rends compte que le regard de l'architecte est un regard dont les collectivités, les villes moyennes, sont complètement friandes, quoi. Donc ça veut bien dire quelque chose, parce que tout ce réseau des villes moyennes est en grande difficulté face à la métropolisation, etc. Et précisément, ce sont des villes qui continuent de se développer. Et en interne, elles ont besoin de plus en plus d'avoir un autre regard que simplement le regard d'un technicien et le regard réglementaire et le regard d'un certain nombre de services qui sont complètement désegmentés les uns par rapport aux autres. Et l'architecte apporte une autre expertise, puisqu'on est beaucoup plus généraliste et on arrive finalement à se poser la question de comment est-ce que ces villes-là, on se pose la question avec ces services-là, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour continuer à rendre ces villes, encore une fois, désirables, quoi. Et c'est vrai que ce phénomène de métropolisation, c'est une chose, mais aussi ce qu'on constate, c'est que de plus en plus d'habitants, finalement, ont du mal et cherchent un autre horizon possible. Et je ne sais pas comment elles vont réussir à se régénérer, ces villes moyennes, mais il me semble que, en tout cas, elles ont besoin d'architectes, de nos compétences, elles en ont besoin, vraiment. Que ce soit les agglos, parce qu'en fait, travailler pour une agglo, ce qui est mon cas, je travaille pour 35 communes, dont des communes de 100 habitants. Alors c'est tout centralisé dans une agglomération, soit, mais en fait, on se rend sur des territoires de toute petite dimension. Et moi, je rencontre en permanence des maires de petites communes qui aiment leur territoire et qui subissent aussi cette pression foncière et qui sont extrêmement attentifs de ne pas faire n'importe quoi et qui pour ça ont besoin, et ça tombe très bien parce que finalement les agglos s'équipent d'une certaine façon et on en fait partie en tant qu'architecte conseiller et on n'est pas envoyé au feu, mais en tout cas on essaye de faire différemment et on essaye de faire en sorte que les acteurs du territoire, qu'on tire ensemble les leçons de ce qui n'a pas fonctionné et de ne pas abîmer. On n'y arrive pas bien, mais il y a une attente de nos compétences en ces lieux-là. Et je ne parle pas des très grandes agglomérations, pour le coup, que je ne connais pas. Et pour finir, alors c'est tout à fait une autre entrée aussi, c'est que dans des tout petits villages, encore une fois, il y a la place pour des architectes et je pense que ça va continuer d'être le cas parce que de plus en plus, ce sont des territoires qui vont être en contre-pied de ces phénomènes de métropolisation, précisément. Ce sont des contre-pieds. Alors, c'est une autre forme d'activité. Mais en tout cas, elle est possible. Je disais, Stéphanie, en aparté, que tu n'avais pas vraiment cherché et démarché. Non. Non. En effet, il s'avère que le réseau local qui se constitue fait que le privé vient à nous assez facilement, enfin même très facilement, et que pour peu qu'on soit très soigneux dans ce qu'on dit et dans nos réalisations, le bouche à oreille marche relativement bien et ça part du privé, c'est un petit truc, ça fait un petit peu comme ça s'agrandit et puis ce sont les mairies qui s'adressent aussi, alors jamais en direct à nous, mais dans le cadre d'appels d'offres restreints, peuvent nous consulter et c'est le fait d'être en proximité avec ces communes-là font que les mairies nous font facilement confiance d'une certaine façon. Et on est peu nombreux, en fait, je pense, à avoir cette pratique-là, un petit peu différente. Oui, moi, j'ai pas de réponse à cette question. Non, mais on n'est pas. Moi, je considère que je suis pas au bon endroit pour juger de la métropolisation ou pas d'un pays. Moi, je suis dans ce pays-là que je vois bouger parce qu'en fait, j'ai pas une vision théorique et au long cours. C'est peut-être vous qui le voyez mieux que nous, pour le coup. Mais moi, je suis un artisan de mon territoire et je constate, comme Stéphanie, qu'on nous sollicite beaucoup sur des problématiques très complexes. Tous les projets qu'on vous a montrés là sont tous issus d'une réflexion qui nous coûte pas mal d'énergie et intéressante.
Est-ce qu'il y a un avenir dans les campagnes? Oui, il y aura toujours des gens qui viendront dans les campagnes, et je pense que c'est peut-être pas en termes quantitatifs que ça s'exprime, mais en termes qualitatifs. Et si c'est ça le sujet des 30 prochaines années, les architectes seront au rendez-vous, parce que nous, c'est vraiment notre plus-value. C'est ça qu'on vend. Hein. C'est pas, nous, on fait pas de l'abattage, on fait des objets soignés et découpés à la mesure, quoi. Je sais pas, c'est une réponse de Normand, mais... Dans la même veine, on assiste dans à peu près toutes les professions libérales actuellement à une désertion de ces campagnes au profit des villes. Et on se rend compte que dans les grandes agglomérations, on a trop de ces professions libérales, on a trop de médecins, on a trop d'architectes, et donc pas assez de travail. Et dans les campagnes, on en a au contraire pas assez. Et on se rend compte dans beaucoup de professions libérales qu'il y a un surtravail de ces personnes. On a des médecins qui travaillent trop, on a des professions libérales qui travaillent trop. Est-ce que vous faites ce constat aussi, ces architectes, il y a trop de travail pour les personnes qu'il y a? Trop de travail, oui et non. C'est-à-dire qu'après aussi, il faut... moi, je me dresse une ligne de conduite. C'est-à-dire que je n'en prends pas trop. Le burn-out, on en a parlé. C'est pas parce qu'on vit dans les campagnes qu'on bosse pas beaucoup, au contraire. Et donc, je suis extrêmement attentive à ne pas m'en mettre tout autour du ventre, parce que il y a des moments donnés, quand on démarre, on sait pas trop, et puis on en donne. Donc, je suis très attentive. Et quand je peux plus, je peux plus. Et comment font les autres, j'en sais rien. Mais je fais très attention à ça, quoi. Ce que je constate juste, c'est qu'en fait, l'attente est là, vraiment. Et qu'il n'y a pas de... Enfin, en ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a pas de petits projets. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on retombe dans l'architecture folklorique ou je ne sais quoi. Après, voilà, les demandes peuvent être parfois celles d'un certain folklore. On dit non, basta, c'est terminé, quoi. Fin de la discussion. Mais moi, je fais attention à ne pas m'en mettre tout autour du ventre. Je ne sais pas s'il y aurait de la place pour d'autres architectes. Il y a un certain nombre, d'ailleurs, d'architectes dont on n'entend jamais parler. Je ne sais pas quel boulot ils font dans les campagnes. Hein. Donc, ouais, si on ne veut pas se transformer en promoteur de l'architecte de campagne, enfin, moi, ce n'est pas mon but dans la vie, hein, mais comme dit Stéphanie Frobert, il n'y a pas de petits projets. Il n'y a pas de petits projets au sens de la qualité architecturale qui peut être vite au rendez-vous. Hein. Le bâtiment au-dessus de la falaise, là, il fait 30 mètres carrés. Hein. Et on y a mis beaucoup d'énergie et je pense qu'il a été bien accueilli pour les professionnels, en tout cas. On gagne aussi de l'argent sur des petits projets. C'est-à-dire que moi, depuis qu'on a monté Texus, je fais de la compta analytique à faire à part à faire. Et en fait, on a des projets... celui-ci par exemple, voilà, celui-là on a perdu énormément d'argent. Par contre, sur une maison individuelle comme une des maisons individuelles, on gagne de l'argent, quoi. C'est ça qui nous fait notre salaire, quoi. Ça non. Non, mais c'est important à savoir. Hein. C'est pas parce que et ça c'est vrai à toutes les échelles. Hein. Il y a des pièges à cons. Hein. La commande publique est un truc qui est extrêmement compliqué et vous faites des paris très très lourds sur des projets conséquents de commande publique et parfois sur des commandes privées, ça peut se passer très très bien avec un peu d'expérience, quoi. Voilà. Donc il faut faire attention aux faux semblants dans nos métiers. C'est là où les comparaisons avec les professions libérales comme les médecins marchent pas bien, parce que pour le coup du boulot. Nous, on en a manqué souvent, très souvent, régulièrement. Mais quand on en a, on sait vivre avec, quoi. Voilà. Et juste pour rebondir, vous savez à peu près la part de public et privé que vous faites sur vos marchés? Ou le pourcentage? Vous avez une idée? En maîtrise d'œuvre. Oui. Sur les marchés des maîtrises d'œuvre et les marchés privés de maîtrise d'œuvre. Oui. Hors conseil. Ouais. Moi, je pense qu'à peu près 60% de mon activité en maîtrise d'œuvre relève du privé. 70%, je pense. Ouais. Et après, ça veut quand même dire... Enfin, à l'échelle de mon exercice, de la façon dont je pratique, si vous voulez, un chantier
2 chantiers par an me suffisent. Voilà, en privé. Et ce sont des chantiers, je parle de montants de travaux qui sont à 500 000 euros. Voilà. C'est de ça dont on parle, quoi. Et en public, les marchés de travaux, hormis le cas de cette collaboration avec le département, je suis sur des tout petits montants de travaux. Je suis sur 100 000 euros, des choses comme ça. Mais en fait, ça peut être en effet... je me souviens d'avoir répondu à un appel d'offres pour refaire la couverture d'une école. En soi, voilà. Mais peu importe, parce que si on en revient à la question de... Donc, très bien. Pour le coup, j'ai gagné de l'argent en le faisant. Couverture d'école à 100 000 euros, ok, c'est peut-être pas des trucs qui sont... Mais en fait, c'est du lien. C'est du lien, pas seulement au territoire, c'est du lien à des entreprises. Il s'avère que j'ai rencontré une entreprise qui travaille extrêmement bien le bois. Et voilà. Et ça veut dire que la fois d'après, c'est avec elle que je vais bosser et qu'ils apportent un détail et un soin sur la façon de mettre en œuvre dont je me souviens. Et c'est comme ça. Et c'est pas inintéressant, une couverture. Voilà, c'est pas un dessin en soi, mais ça reste une façon de travailler où on apprend. Moi, j'ai commencé, je n'avais jamais fait de chantier de ma vie. Et là, tout d'un coup, on apprend à tenir un calendrier. Comment est-ce que fait pour mettre tout le monde en ordre ? Il vaut mieux que ce soit sur une école, une couverture, ça dure 1 mois et demi et c'est l'été et on y arrive, on est tendu mais on y arrive, que sur un truc incroyable mais vrai, quoi. Enfin, quand on est tout seul, à la limite, et ça s'est passé, ça a glissé... Voilà, et ça donne derrière un partenariat avec une entreprise de charpente, et je sais d'où viennent ces bois, et on peut retravailler derrière ensemble d'une façon en confiance. Non, mais j'ai oublié la question, je sais pas quoi. C'était juste... Ouais. Après, oui, c'est 70... là, c'est l'inverse chez Texus, c'est 70 public, 30% privé, en chiffre d'affaires, pas en nombre d'affaires. On vous entend pas parce qu'on enregistre les questions. Donc faites passer le micro. Oui, bonjour. Vous aviez parlé de votre formation à l'architecture, que tous les deux vous veniez d'un milieu urbain et qu'aujourd'hui vous intervenez en milieu rural. Et j'aurais aimé savoir si rétrospectivement vous considérez que vous avez été formé à l'intervention en milieu rural, ou est-ce que si vous considérez que c'est quelque chose qui manque ? Il n'y a pas de formation au milieu rural ou à la ville. Hein. Vous êtes architecte, hein, vraiment. Non, en fait, en 2 mots, à moins que les écoles aient changé depuis longtemps, mais non, mais c'est le même métier. Hein. Et pour le coup, on collabore souvent avec d'autres agences pour des concours, et puis gagné ou perdu. J'ai collaboré avec ma plus grosse collaboration avec une boîte qui m'impressionnait, c'était TLR à Bordeaux. Peut-être que vous connaissez. Et je me dis, waouh, je vais me faire, c'est des pros, tout ça. En fait, autour de la table à dessin, quand il s'agit de pondre un projet, vous avez votre part d'expérience qui équivaut bien n'importe quel chef de projet qui n'a jamais dépassé le 200e. Hein. Voilà. Et même, je vais vous dire un truc, c'est que quand on a appris, quand on a la formation généraliste que vous avez, qu'on a tous en France, parce que c'est quand même, le niveau est assez homogène, et qu'ensuite on pratique à nos échelles à nous, où on est obligé de connaître et la diamètre de la gaine et le nom du gars de RDF qui vient vous brancher le compteur parce que c'est lui ou du consuel qui va. Vous avez une maîtrise vous avez un spectre de maîtrise technique qui vous donne vraiment votre mot à dire sur n'importe quel autre projet d'une autre dimension. Après, ce qui va vraiment changer, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne gère pas un hôpital comme on gère une maison individuelle, le projet d'une maison individuelle, et que la méthodologie de travail sur un hôpital, elle s'apprend. Mais vous avez totalement les compétences pour, 1, apprendre le diamètre du génolène, et 2, apprendre la méthodologie de chez TLR qui fait de l'hôpital toute la journée. Non, en fait, vous aurez le choix.
Juste pour compléter aussi l'approche de Mathieu, moi ce qui me semble, c'est que le fait de pouvoir comme ça se mettre à son compte et développer une activité en maîtrise d'œuvre à la campagne, enfin en territoire rural, de toute façon c'est juste l'école de l'apprentissage. Et ça se fait peut-être finalement plus simplement, mais c'est la même chose. À mon avis, c'est la même méthode de travail et il n'y a pas une spécialité territoire rural, pas territoire rural. Mais la chose qui diffère, c'est que finalement, en territoire rural, eh ben, on accède peut-être plus facilement à des petites commandes parce qu'il y a peu de monde. Et finalement, on apprend assez rapidement cette technicité-là, qui peut paraître complètement... Enfin, moi, je ne sais pas, quand je vivais à Lyon, mais jamais j'aurais imaginé me mettre à mon compte. Je trouvais que c'était un truc... Enfin, je ne sais pas, ça ne m'a même pas traversé l'esprit, quoi. Alors qu'en débarquant, finalement, dans un village, une fois que je suis allée travailler dans une agence d'architecture, je me suis dit, bon, j'arrête ça, maintenant, je me mets à mon compte. Voilà. Donc, c'est juste l'école de l'apprentissage. Oui, moi j'aurais juste une question pour Monsieur Cornet, s'il vous plaît. Avoir un petit peu plus d'informations sur votre entreprise de construction, savoir combien de personnes il y avait à l'intérieur, jusqu'où vous alliez dans les corps de métier, si c'était de la maçonnerie, à l'élec, à la plomberie, à tout ça. Et vous, ce que vous faisiez, jusqu'où vous alliez dans la construction en tant qu'architecte, dans la main d'œuvre. Oui. Alors l'atelier du bâtiment. Bon, les quantitatifs, ça a toujours été en évolution, mais c'est une entreprise qui doit avoir... quand je l'ai quitté, il y avait 10 salariés, donc c'était pas une petite entreprise, et qui était en tout corps d'état, donc des fondations jusqu'aux finitions, peinture, etc. Ça, c'était le concept de base qui a toujours été. Aujourd'hui, il doit être 15, je pense. C'est une entreprise qui marche bien. Moi, mon implication dans cette boîte, c'était... Bon, à l'origine d'être fondateur d'une entreprise, c'est essayer de configurer une entreprise qui serait l'entreprise idéale pour un architecte. Donc ce qu'on a introduit comme culture d'entreprise, qui se fait dans d'autres boîtes, mais pour le coup, à la campagne, les entreprises sont très peu organisées ou pas toujours organisées de la même manière que sur des très grosses boîtes. C'est que la phase exé, alors notamment en charpente, la phase exé est plus ou moins soignée. Là, l'idée, c'était, je dessine tout, le côté psychorigide, là, je dessine tout avant d'arriver sur le chantier, et les gars sur le chantier, ils consacrent leur énergie à optimiser leur temps, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, et ça s'est très très bien passé, il n'y a pas du tout eu de siphonnage d'une compétence ou je ne sais quoi. Donc, qui serait passé dans les bureaux d'études et qui n'aurait pas de lieu sur le chantier. Non, l'idée, c'était vraiment de faire une entreprise qui puisse rentrer en dialogue avec un architecte. Donc ça marche, et ça marche toujours, et c'est la marque de fabrique de cette boutique. J'ai des confrères archi qui bossent avec l'atelier du bâtiment, et ils se régalent aujourd'hui. Ils me le disent, je suis distant maintenant, donc je le regarde avec un peu cette distance-là. Donc ils me disent, c'est des chantiers rêvés, quoi, parce que tous les problèmes sont anticipés, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir à nos échelles. Ça, c'est la première chose. Après, moi, mon intervention sur le chantier, elle a été courte mais intense, puisque moi, j'ai fait, on va dire, 2 ans de chantier. Alors, une année pleine et une autre année en mi-temps avec une agence et une entreprise. Donc, j'ai considéré que ma formation de charpentier était achevée là. Et qu'après, la vie entre 2 métiers aussi antagonistes, c'était pas possible. Donc, on peut pas faire les deux, c'est impossible. En termes de rythme de travail, c'est pas possible. Puis les problématiques sont totalement différentes. Et une chose qu'il faut pas non plus... Alors moi, c'est un fantasme sur lequel je suis revenu. C'est souvent un fantasme qui traîne dans les écoles d'archi. C'est architecte, c'est un métier. Constructeur, c'en est un autre. Chacun sa culture, et on est là pour se nourrir les uns les autres. Alors surtout dans un sens, généralement, mais quand même. C'est-à-dire que si vous êtes là sur vos bancs d'école à apprendre l'architecture, c'est que c'est un sujet en soi autonome et qui n'est pas soluble dans je ne sais quelle autre chose. Voilà, je suis un concepteur d'espace, et depuis 20 mètres carrés jusqu'à 2000. Et ça... c'est votre formation propre, on voudra, et beaucoup de gens nous la jalousent, vous n'avez pas idée, quoi. Le pouvoir que ça nous donne sur l'espace urbain, sur le pouvoir et l'espace politique, c'est un truc hyper précieux, donc voilà, vous pouvez faire autre chose dans votre métier, mais sachez que vous avez là vous avez un truc hyper précieux, prenez-en soin et bossez.
c'est pas une conclusion, mais... Et donc, tout ça pour dire que entrepreneur du bâtiment, c'est autre chose. La problématique de l'entrepreneur du bâtiment, c'est des questions de livraison, des questions de mise en œuvre, de coordination avec des corps d'État, d'acheminement de réseau, de camions, de roues qui pètent et tout ça. Donc, faut aimer ça, quoi. Mais c'est ça le quotidien. Voilà. Oui, alors j'avais juste une question pour vous, Stéphanie Fraubert. Vous avez parlé très rapidement, je crois, dans votre présentation, mais aussi dans le mail que vous nous avez envoyé, des missions animation organisées par le CAE. Vous avez dit que c'était des missions qui étaient organisées pour les architectes conseillers. Est-ce que c'est également ouvert aux architectes des PLG ou c'est uniquement pour les architectes conseillers? C'est-à-dire, est-ce que les architectes concepteurs, entre guillemets, peuvent aussi participer à ces réunions? Alors, le CAUE est en effet un organisme extrêmement présent dans les territoires ruraux. Et longtemps, ils ont eu comme mission, d'ailleurs, cette mission d'architecte conseiller. Et les architectes conseillers ont longtemps été payés par les CAE, et les CAE les positionnaient dans les communes. Depuis quelques années, notamment depuis la restructuration par les agglomérations et du coup le fait que les villes se regroupent, le CAE s'est retiré de ce dispositif-là. Donc ce sont les agglomérations qui consultent et qui désignent leur architecte conseiller en direct. Tout ça pour répondre à votre question, c'est que du coup, d'une certaine façon, comme le CAE a un pouvoir et a une importance et un rôle très important dans les territoires ruraux, ce qui se passe, c'est qu'ils gardent un petit peu la main et un regard sur ce qui se pratique et sur nos pratiques, puisque maintenant on est en direct avec les agglomérations ou les communes, et ils nous réunissent régulièrement pour faire les psys, quoi. Qu'est-ce que vous avez rencontré? Et puis pour faire remonter aussi, d'une certaine façon, nos difficultés, et puis pour faire des photographies du territoire à un moment T. Et ce sont aussi des lieux où on nous met en réseau, où on nous met en réseau, non, c'est pas exactement ça, où on nous rassemble avec d'autres acteurs du territoire, du type les instructeurs d'autres territoires, l'architecte des bâtiments de France, l'architecte conseil, qui est encore un autre échelon, en fait, puisque c'est national, et on brasse un peu nos problématiques et on débriefe un peu ensemble, et ce sont des réunions qui se tiennent à peu près 2 fois par an. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir comment les uns et les autres on apporte, quelles sont les réponses qu'on apporte, est-ce qu'on a des problématiques communes et comment ça se traite, quoi. Voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de réticences de la part des élus et des habitants concernant certains de vos projets. Comment est-ce que vous faites, vous, pour garder le cap et mener vos projets à bien et pas justement se travestir, entre guillemets? Et comment vous faites également pour, face à ces élus, est-ce que vous avez des communes que vous proscrivez face à certains élus ou des communes dans lesquelles vous appréciez travailler? Comment vous vous positionnez par rapport à ces élus? Comment on arrive à faire avaler la soupe de temps en temps, c'est ça? Je vais vous donner une anecdote. J'ai déposé un permis de construire. On a déposé un permis de construire. Le 3e permis de construire pour l'extension des bureaux de Terre de Liens. Une association, peu importe, à créer, qui fait face à la vieille ville, le côté sud de la Drôme, et on est en périmètre ABF. 3e permis. Alors, comment vous raconter l'histoire rapidement? 3e permis de construire refusé par l'ABF. En gros, il s'agissait de construire un monolithe en zinc qui venait en extension et qui venait chercher un alignement le long des quais. Monolithe en zinc qui était taillé, ciselé, je ne l'ai pas là, j'aurais pu vous le montrer, qui laisse à la fois passer la lumière pour pas accentuer l'ombre portée du sud sur les quais, à la fois envelopper à minima un escalier extérieur et en faire
et bénéficier de l'escalier extérieur comme une circulation verticale. Et le troisième permis de construire, donc quelque chose d'assez soigné en zinc, hein, et donc le prolongement du toit, le toit en zinc se prolonge sur la façade. Donc on a un monolithe, une espèce d'abstraction qui rompt avec la quincaillerie habituelle de l'architecture d'un quai qui est en gros un gros râtelier avec plein de dents creuses. Donc peu de continuité urbaine, peu de références le long du segment. Et donc je me trouvais un peu de liberté à inventer une architecture contemporaine un tout petit peu radicale. Bon. Et en plus de ça, c'était la maison la plus moche du quartier, mais faire plus moche, c'est compliqué de faire plus moche, quoi. Bon, bref, donc je me trouvais la légitimité de faire cette chose-là, et je sais pas pourquoi, au troisième permis de construire, l'ABF se réveille et dit non, ne correspond pas à l'architecture locale. Et pas de coup de fil, rien, hein. C'est-à-dire que là, c'est administratif, quoi. Et votre client vient vers vous, vous dit mais ça fait quand même le troisième permis qui est refusé. Est-ce que c'est normal, monsieur l'architecte? Donc là, vous avez un client en représentant de la maîtrise d'ouvrage qui est architecte de formation. On va dire, je ne sais pas si c'est le hasard, mais c'est Chloé Dautré. Bon, qu'on connaît bien, donc qui sait ce que c'est que le métier. Elle a été libérale un jour. Et elle vous maintient votre confiance et vous dit t'as 15 jours pour voir ce qui se passe auprès de l'ABF. J'ai dit bon, ok. Et donc je prends un coup de fil, je prends le téléphone, j'essaye d'attraper l'ABF, j'arrive pas, une fois, deux fois, trois fois, puis un jour je tombe dessus. Non, je nomme pas de nom. Et je défends mon projet. Et je défends mon projet au-delà de la notice paysagère, en fait. C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer que la technique, on la connaît, que les contours sont fuselés, que les facettes ne sont pas inventées, que c'est pas un geste architectural, que il n'y a pas 1 mètre carré de ce projet qui n'est pas justifié par un argument qui soit technique, économique, esthétique, architectural, environnemental, urbain, tout, la totale, quoi. Et ce qui est le cas de tous les projets, en fait. Il n'y a pas 1 mètre carré qui soit gratos, quoi. Et la conversation dure une demi-heure, en gros il me laisse parler 20 minutes, et puis à la fin il me dit ok, redéposez votre permis, je vais l'accepter. C'est tout, quoi. Enfin, voilà. Et c'est comme ça que ça se passe dans 80% des cas. Mais, et puis il y a 20% des cas où c'est plus compliqué. Mais après, faut être plus méchant, ou plus astucieux, ou plus cynique, ou plus manipulateur, quoi. Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est à la fois de l'argumentaire, à la fois de la foi, à la fois de la confiance en ce qu'on a dessiné. Et ça, vous l'apprenez ici, quoi. Tiens, je fais la promo de l'école quand même. T'as vu ça un peu? Non, mais c'est ici que ça s'apprend, hein. Je veux dire, ça s'apprend pas ailleurs. Ailleurs, vous allez vous prendre que des coups, hein. Donc voilà, là, profitez-en. Remplissez votre boîte à idées, votre boîte à arguments, et puis blindez-vous. Mais c'est que comme ça que ça marche, c'est au bras de fer. Voilà. Est-ce qu'il y a des territoires que tu proscris? Ah oui, l'histoire, territoire proscrit, maintenant, je vous ai dit, on manque de travail, on accepte tout. Hein. Non, mais même des caprices, c'est rare. Hein. Non, alors, c'est une discussion qu'on avait avec Stéphanie tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui arrive avec un caprice, je le prends, la tactique aussi, c'est qu'il faut faire tous les sports. C'est-à-dire que le sport de combat, de Ricciotti, mais aussi le judo, hein, c'est-à-dire vous prenez le caprice de l'un et vous le transformez. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on vous envoie dans des... Là, on a un client qui nous demande il a acheté une super belle ferme sur un coteau, il demande de faire une extension contemporaine pour faire de l'architecture contemporaine. Vous imaginez, on nous demande vraiment, là, cette fois, le truc. Pour faire le projet, il faut casser 1/3 de la maison. Donc déjà, en termes d'investissement immobilier, c'est débile, mais en plus, il faut la casser à un endroit où faut pas la casser, quoi. Parce que si vous lisez le bâtiment, le harpage, la petite pierre de taille, machin, c'est débile comme commande, il faut casser la maison. On la casse, hein, et on va faire un projet sympa dedans, quoi. Voilà, donc j'ai mon tout frais architecte du patrimoine qui vomit dans la poubelle, mais on le fait. Voilà. Donc il faut prendre cette énergie-là. Il y a des fous, hein. Il y a les fous, ça nous aide pas mal. Hein. Enfin, moi j'y crois encore. Il y a aussi quelques écueils avec les fous, mais prendre l'énergie de ses clients, ouais, faut faire ça. Vous parlez beaucoup d'architecture locale et de parfois devoir orienter le projet en fonction des savoir-faire et des techniques locales. Mais est-ce que vous arrivez, dans la nouvelle dynamique du développement durable, etc., à concilier l'architecture passive, enfin en tout cas qui est dans l'écologie, et l'architecture locale? Non. Non, en fait, on n'en a pas du tout parlé, mais et c'est un gros gap que, en ce qui me concerne, j'ai fait. On est
moi, dès que je me suis mise à mon compte, j'ai fait une formation complémentaire, HQE, ça s'appelait, haute qualité environnementale. Et c'est évident que c'est juste la base, quoi. Donc, on se rend compte que, enfin, moi, dans mes missions de conseil, bien souvent, on arrive en me disant, je veux faire une surélévation, un truc, un machin, ou je veux refaire le salon, ou je sais pas quoi. Et très rapidement, on en arrive à envisager le projet, bien entendu, dans cette démarche-là. Enfin, c'est même la base, quoi. C'est pour ça qu'on en a Enfin, moi, j'en ai absolument pas parlé, mais on est sur des choses... voilà, on est dans cette ligne, dans cette veine-là, éco-responsable. Et après, c'est chaque fois des compromis aussi. C'est-à-dire que, bien entendu, le coût rentre en compte. Et à un moment donné, on mouline tout ça et on fait au mieux. Mais donc, il existe les savoir-faire locaux s'adaptent, savent s'adapter. C'est pas des savoirs. Enfin, je n'appellerais pas ça savoir-faire locaux. C'est-à-dire que savoir-faire locaux, on est sur des maçonneries qui sont en pierre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller isoler par l'extérieur, par exemple, des maçonneries en pierre de remplissage? Il faut laisser respirer la pierre. Enfin, c'est pas tellement local. Je pense que ce sont plutôt des techniques qui s'appliquent un peu partout, quoi. Ce que moi je refuse de faire, par contre, c'est d'étouffer la pierre. Enfin, jamais. Voilà. Non, mais c'est ce genre de choses qui sont vraiment la base dans les réflexions et qu'on retrouve aussi, moi je retrouve dans le cadre d'opérations façade, face à des demandes, du coup, ça se glisse sous une autre forme, puisque il m'arrive de faire les règlements des opérations façade en disant, on ne va pas subventionner. C'est pour ça aussi qu'on est là comme suivi technique. On ne va pas subventionner une isolation par l'extérieur dans la mesure où ce ne sont pas des matériaux qui sont cohérents par rapport à la maçonnerie de pierre. On ne subventionne pas. Après tout, qui veulent le faire, enfin, voilà, c'est autre chose. Mais ça apparaît à tous évidemment en filigrane dans toute la démarche, en tout cas moi que je tiens dans le conseil et évidemment en maîtrise d'œuvre. Ouais. Oui, en fait, c'est une manière de répondre. Les bâtiments qu'on vous a présentés, puis pour ce qui concerne les maisons, c'est facile à mesurer, c'est des maisons à 1 300 € du mètre carré. À l'époque, on les a construites, on ne pouvait pas se payer une VMC double flux, donc elles ne sont pas passives. Mais donc c'est une VMC hygroréglable qui renouvelle l'air quand il y en a besoin exclusivement, donc ça limite les déperditions. C'est des maisons qui sont tellement bien isolées, tellement bien finies avec les compétences des entreprises en ossature bois, isolation, etc., qu'elle devrait être passive avec une double flux, en fait, sans difficulté. Donc la maison bêta, qui est celle de ma mère, dont j'ai des relevés de température toute l'année, pendant toute la semaine, elle consomme rien, voilà, il suffirait de changer la VMC, et puis elle marcherait toute seule, quoi. Donc voilà, oui, c'est compatible. Dernière question ? Ouais, ok. J'ai une question sur le fait que... pour revenir sur votre Pour revenir sur votre projet de la maison, celle qui a été primée, en fait, la question que je me pose, c'est quand on a un projet de la sorte qui satisfait les commanditaires, qui satisfait des personnes qui vont délivrer le prix, donc qui sont à des centaines de kilomètres de là et qui aiment bien le projet, mais quand il n'est pas à côté de chez eux, mais que tout le monde autour se plaint de ce projet, où est-ce qu'on trouve la conviction de dire que si on fait de l'architecture, c'est pas pour mieux vivre ensemble, pour reprendre ce que vous avez écrit sur votre diapo, Stéphanie, mais que notre conviction elle est juste, même si le plus grand nombre nous dit qu'elle l'est pas. C'est tout à fait innocemment comment on trouve notre conviction, en fait, comment on la formule, notre conviction, parce qu'on a un savoir d'architecte qui est sûrement juste, et j'en suis sûr, et où est-ce qu'on trouve la motivation de se dire, en fait, j'ai pas tort, quoi. Alors, je l'ai, ça c'est sûr, je l'ai. Je ne sais pas d'où elle vient, mais je l'ai. Je l'ai parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai adoré mes études, j'ai adoré ce que j'ai appris, j'ai été convaincu que je pouvais me saisir de ce savoir-faire et d'en faire quelque chose, et que quand j'ai voulu le vendre, le proposer, quoi, j'ai senti qu'il n'y avait pas d'adhésion spontanée, et j'ai aussi vu qu'il y avait que ce savoir-faire-là n'avait aucune voie naturelle. C'est-à-dire qu'en gros,
c'est comme si une société était étanche à une forme de culture architecturale dont nous sommes les seuls porteurs, hein, seuls. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas le patrimoine. À l'époque, j'ai fait aussi ce choix-là. Je me dis, c'est pas le patrimoine qui est en danger, hein, c'est la culture contemporaine qui est en danger, en tout cas dans notre territoire. Ça, c'est le premier point. Donc, je me suis senti effectivement une mission. Personne me l'a donnée, hein, mais je me la suis donnée. Et par ailleurs, j'ai eu une grosse colère, c'est que je comprenais pas qu'on puisse, que tout le monde, alors tous les gens qui convergent vers la Drôme, sont admiratifs du paysage et on est d'accord, on aime tous ce paysage-là, ça c'est le fil conducteur de toute une population, et qu'en même temps on lui fasse autant déshonneur en pendant d'autant d'horreur au mètre carré, quoi. Donc à un moment donné, sans me positionner, enfin en me positionnant à une échelle que je connaissais, c'était mon territoire, je me suis dit ouais, ok, là je peux avoir une mission, c'est la mienne, je vais l'amener jusqu'au bout, jusqu'où je peux. Je peux vous dire un truc, c'est que j'ai plusieurs fois voulu abandonner, hein, vraiment, soit en renonçant à une nature d'architecture, soit en voulant changer de métier. Non, ça jamais. Non, pas changer de métier. Non, mais changer de territoire, par contre, en me disant, bah ouais, on va aller en ville. Tu vois, on va aller en ville, on va peut-être être mieux accueillis, ou l'architecture va être mieux accueillie. Et ben, pour l'instant, j'ai toujours trouvé les voies de passage pour être satisfait, mais où, alors là, c'est en nous, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Ce que je sais, par contre, c'est que le papier fait bien plus peur que le réel. Le réel est déceptif. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de pondre des choses qui sont extraordinaires sur le papier, qui sont extraordinaires au sens où elles sont hors de l'ordinaire, que les gens le perçoivent quand même pas si mal que ça, et que c'est sur le papier que ça les effraie. Une fois que les choses sont en place, et qu'on peut les attraper par le quotidien, parce qu'on rappelle un truc, c'est qu'on parle d'habitat, c'est-à-dire que c'est l'abri de l'homme, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir chaud, il faut se protéger des intempéries, tout ça. Donc c'est mon robinet, mes vasques, mon placard au bon endroit, ma penderie, toutes ces conneries, quoi. Voilà, mes fenêtres qui s'ouvrent dans le bon sens, mon évier qui n'est pas dans le mien. Quand vous avez attrapé tous ces trucs-là et que vous avez répondu à la demande et que l'outil fonctionne, tout d'un coup la question architecturale devient mineure et passe en second plan. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que les permis de construire passent mal, mais les projets, finalement, ils font moins de bruit que le permis, quoi. Voilà. Ça nous donne, à mon avis, en creux, un peu raison. Juste pour compléter, en fait, tu disais que les gens autour, enfin le voisinage n'appréciaient pas cette maison. Et moi, c'est ce que j'entends parfois, précisément. C'est des questions qui sont soulevées en permanence auprès des particuliers dans les missions de conseil. J'arrive, voilà, les gens arrivent, je veux une maison contemporaine et ils me sortent une maison avec un toit 4 pans en tuiles noires, une façade blanche. Je veux ça, bon. Donc là, tout de suite, on recadre. C'est-à-dire qu'on reparle. Une maison traditionnelle dans la Drôme, en fait, c'est quoi ? On reparle de ça. Et souvent, je m'appuie sur les projets de Mathieu. Vous voulez une maison contemporaine ? Je vais vous en montrer une. Et là, ah ouais. Ah ouais. Voilà. C'est un peu. Et c'est un petit peu cette question-là de l'emboîtement. C'est que c'est très important, chaque fois, de savoir de quoi on parle. Et bien souvent, quand on parle d'architecture contemporaine, oui, on peut s'appuyer sur des projets comme Mathieu et on peut expliquer de quoi on parle quand on parle d'architecture contemporaine. Et le message passe. Moi, c'est ce que je vois, souvent. Bon. Et du coup, les gens, après, repartent. Alors bon, parfois, c'est très décevant parce qu'ils disent « Ok, je vais mettre de la tuile rouge. » Bon, ok. Donc tant pis, je ne l'envoie pas chez Mathieu, où ils me disent, oui, je veux une maison contemporaine. Bon, bah ok, allez-y. Et on parle des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, l'architecture moderne, voilà. Et on parle de ça dans ces missions de conseil. Et c'est ce que j'entends bien souvent autour de chez moi. C'est comme si, c'est comme ça, j'aime pas, il y a une maison qui est... C'est important d'avoir des lieux comme ça, où en fait, on tisse une toute petite, un tout petit fil, mais qui parle de notre culture et qui remet les choses à sa place, quoi. Et on parle dans ces lieux-là, finalement, de cette culture-là. Et moi, le constat que je fais, c'est qu'en effet, on n'est pas éduqué à ça, du tout. Donc c'est pour ça que j'y trouve autant de sens. C'est de pouvoir parler de ça avec des gens qui ne sont pas attentifs et qui ne voient pas comme nous. Les gens, on ne voit pas tous pareil, quoi. Et nous, on voit le paysage. On a été formés pour ça. Et on voit ce que c'est... qu'un lotissement, on voit ce que c'est. Pourquoi on parle de misère dans les lotissements de misère architecturale, c'est de ça dont on parle. Mais on est les seuls à le voir. Donc ces missions de conseil, elles ont du sens pour moi, pour ça aussi, quoi. Et de montrer ce que c'est que l'architecture contemporaine.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, on peut remercier Mathieu Cornet et Stéphanie Faubert.